19 heures. Bienvenue à cette première séance ordinaire du Conseil municipal de Passepébiac pour l'année 2026. Alors, d'entrée de jeu, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Ce qui nous mène à la constatation du quorum. Je constate qu'on a un quorum, donc M. Grenier est absent ce soir, mais c'est pour d'excellentes raisons, alors il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, déjà, le mot du maire. Alors, je vous ai déjà souhaité la bienvenue, puis je vous ai également déjà souhaité une bonne année 2026. Année 2026 que je souhaite marquer par le bonheur, la santé, la prospérité aussi, et pourquoi pas aussi par un budget équilibré. Et vous savez, c'est toujours une bonne résolution de commencer l'année en équilibrant son budget. Et parlant de budget, bien celui de la ville de Passepébiac avance bien. Et ce soir, je suis déjà en mesure de vous dire qu'en raison de la réduction de dépenses qui a été identifiée jusqu'à présent, réduction de dépenses qui se compte quand même dans les 6 chiffres, là, alors ça fait longtemps qu'on n'avait pas un exercice comme ça à la ville de Passepébiac, bien, on va être capable d'éviter une augmentation de taxes de 12, 13, 14 ou 15 %. Alors, 12, 13, 14, 15 % ça n'arrivera pas. Fort heureusement, alors c'est beaucoup d'argent là, qui a été économisé et c'est une excellente nouvelle. Maintenant, pour notre budget du 29 janvier, il y aura quand même toujours un rattrapage à faire. Le manque à gagner, l'écart entre les revenus et les dépenses de la ville de 600 000 $, il n'est pas disparu pour autant. Donc, il faut continuer à s'attendre à une augmentation qui soit plus élevée que la moyenne, mais le portrait est en train de s'améliorer grâce à nos efforts. L'exercice d'examen puis d'optimisation des dépenses municipales, c'est un exercice qui est payant, puis est fait, oui, avec rigueur, mais sans austérité. C'est-à-dire que l'objectif est aussi de maintenir les services municipaux et de permettre du développement. Alors, on ne veut pas serrer la ceinture jusqu'à s'étouffer non plus. Là, on veut quand même pouvoir poursuivre avec nos objectifs, mais il y a une rigueur qui est mise. Cette semaine, le Conseil va se réunir plusieurs fois en comité plénier pour étudier le budget en question. On a une proposition officielle qui est sur la table. On travaille fort en passant. Là. Cette semaine, il va y avoir jusqu'à 4 réunions, incluant celle de ce soir. Alors, c'est ça. Il nous reste beaucoup de discussions à avoir. Il va y avoir des ajustements. Et le 29 janvier, on aura l'adoption publique du budget. Si les détails vous intéressent, je vous réfère à une récente publication sur ma page Facebook là, où je réponds notamment à quelques questions aussi. Puis si vous avez des questions à la période de questions, ça me fera plaisir d'y répondre, bien évidemment. Pour le reste, bien, il y a d'autres résolutions qui seraient bonnes à prendre en 2026 du côté de la ville, selon moi. Au niveau, en fait, des priorités d'action dans les prochains mois, au-delà de la gestion financière, j'ai l'intention de mettre à l'avant-plan la question du développement commercial, la question du logement aussi. Cet été, il y a le banc de pêche qui sera au cœur des propositions. Et d'ici l'automne, j'aimerais bien personnellement qu'on débute le processus de consultation auprès de nos jeunes pour développer des infrastructures de loisirs pour eux. Je pense que c'est quelque chose qui leur est dû et qu'on devrait commencer à avancer. La phase de consultation ne coûte rien. Alors, pourquoi ne pas la commencer cette année? Je pense que si on va dans cette direction-là, et puis on a déjà commencé à aller dans cette direction-là en partie depuis seulement 2 mois, mais je pense qu'on va être capable d'amener Passepébiac à se développer comme il se doit et je pense aussi qu'une importante proportion de citoyens là, appuient ces initiatives-là. Alors, je suis bien content. Et pour continuer, je parlais tantôt de logement. J'aimerais vous glisser quelques mots sur le projet de 24 logements. Vous savez, le mois dernier, on a voté pour refuser une demande de dérogation mineure qui visait à réduire le nombre de cases de stationnement pour le projet à 24 cases de stationnement plutôt qu'à 36, tel que le prévoient les règlements municipaux, jugeant qu'il manquerait de stationnement si on avait seulement 24 cases. Dans les jours qui ont suivi, l'alternative qui était sur la table de la part des responsables du projet était de faire un stationnement non pavé là, pour couper les coûts. Comme ce n'était pas une solution idéale, vous comprenez très bien, d'un commun accord avec les autres membres du Conseil, j'ai utilisé mon droit de veto suspensif pour bloquer temporairement la décision, question de nous donner un temps de réflexion additionnel et aussi d'avoir plus d'informations pour éclairer notre prise de décision. C'est d'ailleurs en raison de ce veto qu'un nouveau vote aura lieu tout à l'heure et que le projet est de nouveau à l'ordre du jour.
Une piste de solution qui est actuellement sur la table, ce serait de conserver les 36 cases de stationnement, mais que la Ville subventionne la différence entre 24 et 36 cases de stationnement, ce qui représenterait environ 55 000 $ et qui pourrait puiser à même nos réserves financières là, pour ne pas avoir augmenté les taxes d'avantage. Et ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que dans le fond, la Société d'habitation du Québec, là, qui est partenaire du projet, eux, ils subventionnent seulement une case de stationnement par logement, donc 24 cases. Alors, on est déjà à la limite là, de ce qui est possible du niveau du financement de la SHQ. Donc, si on veut que nos règlements municipaux soient respectés, bien, dans le contexte où il y a un manque à gagner important dans le projet, il faudra aller de l'avant avec ça. Et donc, vous savez, la crise du logement à Passepébiac, elle est quand même assez grave. Souvent, il y a des citoyens qui me contactent pour me faire part de leur situation, qui sont à la recherche de logement, mais qui ne réussissent pas à en trouver ou qui ne réussissent pas à en trouver un coût qui est abordable. C'est vraiment un sérieux problème. C'est un problème qui s'accélère là, dans les dernières années. Donc, je pense que c'est très important que ce projet de 24 logements-là voit le jour en 2026 et le plus tôt en 2026. Donc, il ne faudrait pas trop tarder. Je pense que chaque geste qu'on peut faire pour couper les délais compte, et c'est pourquoi, à partir de maintenant, j'ai l'intention de multiplier les démarches et de m'impliquer très activement dans le dossier pour essayer d'appuyer sur l'accélérateur. Cet après-midi, j'ai notamment discuté avec l'accélérateur de projet et aussi avec notre préfet pour essayer de trouver des solutions parce que là, ce qui ralentit le projet, c'est un peu comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un manque à gagner qui actuellement est de l'ordre de 400 000 $ dans le montage financier. Donc, le consortium présentement essaie de diminuer les coûts, mais c'est difficile. On a commencé à couper un peu, mais là, plus qu'on arrive vers la fin, plus ça devient difficile. Et c'est là qu'il pourrait se poser la question d'essayer d'avoir des bailleurs de fonds additionnels là, pour être capable de boucler le montage, pour qu'ensuite les habitations populaires soient en mesure de faire leur demande de financement officiel, puis que le projet puisse réellement démarrer, parce que pour l'instant, c'est pas encore officialisé du côté du financement. Alors, je vais essayer de voir ce que je peux faire de ce côté, soit en essayant de trouver du financement privé. Je vais notamment avoir une rencontre avec la présidente des Caisses populaires Desjardins ce mercredi, soit en regardant ce que la Ville pourrait donner comme argent. Et par rapport à ça, bien, il est possible que j'arrive prochainement au Conseil avec une proposition de programme de subvention pour le logement abordable qui serait alors financé comme par règlement d'emprunt, comme on le voit à New Richmond, ou encore à partir de nos réserves si les montants disponibles sont suffisants. Ma réflexion n'est pas terminée, par contre, c'est encore très préliminaire. On n'a pas eu le temps d'en jaser vraiment au Conseil, mais je pense qu'il faut se mettre en mode solution et en mode action aussi, si on veut des logements. Il y a des gens actuellement qui vivent dans des motels, c'est pas des blagues, et donc c'est des situations très difficiles. Il y a des gens qui ne peuvent pas habiter à Passepébiac, mais qui voudraient habiter à Passepébiac à cause de toute cette situation-là du logement. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'unités de logement, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, mais bien en 2026. Et ça, c'est un projet qui, je pense, est travaillé depuis environ 8 ans. Alors, ce serait le temps que ça voit le jour. En parlant d'argent, là, je tiens à rappeler que dans le projet initial, qui était sur la rue Castille, plutôt que sur la rue Mal-des-Mains, là, à côté du complexe sportif désormais, ça aurait impliqué le prolongement de la route aux frais de la Ville, ce qui aurait coûté des centaines de milliers de dollars. Donc, le raisonnement un peu ici, c'est est-ce que l'argent économisé pour faire la route telle qu'initialement prévue pourrait être réinvesti dans le projet en partie pour assurer qu'il voit le jour et qu'il voit le jour aussi rapidement. Donc, c'est toute ça la réflexion qui est en cours. Il n'y a pas de décision de prise, mais étant donné l'état d'avancement, là, il y a des questions qui se posent, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc, on va en rediscuter tout à l'heure quand ce sera le temps de la dérogation mineure. Et sinon, pour terminer, j'aimerais dire quelques mots sur le cimetière de Saint-Pédis. Je sais que ça a été un dossier fort là, au cours des derniers mois, dernières semaines. Simplement pour vous dire que la Ville a le dossier en main. On regarde vraiment tout ce qu'on peut faire de notre côté. On analyse nos options, on discute avec nos avocats, puis on va vous revenir avec des nouvelles là, qu'on en aura, qu'on peut partager. Pour le moment, je souhaite pas commenter davantage pour quand même préserver nos démarches, mais c'est un dossier qu'on a à cœur. On est en train de regarder les options, puis le public sera mis au courant en temps et lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente séance, et allons voir notre ordre du jour qui, cette fois-ci, ne fait pas 40 points. Alors, ça devrait passer plus rapidement que la dernière fois, et ça va économiser aussi la voix du président d'Assemblée. Donc, l'ordre du jour. Enfin, qu'on aurait le... Pardon.
Dépôt de documents de correspondance, dépôt de lettres à la direction générale, départ à la retraite de M. Philippe Horte. En 6, l'approbation des procès-verbaux antérieurs, le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2025 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025. En 7, l'administration générale et finances. En 7.1, l'adoption des comptes à payer. En 7.2, le suivi du budget mensuel de décembre 2025. En 8, nous avons une période de questions. En 9, ce serait la dérogation mineure immeuble situé sur le lot 5 949 387, réduction du nombre de cases de stationnement. En 10, ce serait engagement de dépenses, formation obligatoire des élus. En 11, autorisation de paiement Xylem pour une pompe de 85 HP. En 12, dépôt de projet de règlement 2025-554 fixant le taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2026. En 13, nous avons un avis de motion de l'adoption du règlement 2026-556 afin de mettre à jour la rémunération des élus et élus de la Ville de Passepébiac. Là-dessus, je vous rassure, ce projet de règlement-là va prévoir que le gel de la rémunération des élus va se poursuivre pour 2026 et par la suite, on parlerait d'une très modeste indexation pour les années à venir et quelques autres ajustements aussi au niveau de la rémunération du maire suppléant et aussi de la transparence des remboursements de dépenses des élus. Alors ça, c'est un point qui va être expliqué en détail par la suite, mais je souhaitais quand même le préciser pour tout à l'heure. En 14, dépôt de projet de règlement 2026-556 afin de mettre à jour la rémunération des élus et élus de la Ville de Passepébiac. En 15, transfert du contrat d'exploitation Jaffa Inc. à E360S Entente commerciale. En 16, participation au déficit d'exploitation 2025 de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs, facture 000572. En 17, entente contrat de travail du directeur général. En 18, autorisation à enchérir lors de la vente d'immeubles pour taxes municipales et merci de Bonaventure délégation. En 19, autorisation à signer la lettre d'entente entre le syndicat des travailleurs-travailleuses de la municipalité de Passepébiac et la Ville de Passepébiac, forfait de garde aux travaux publics. En 26, permission de voirie 2026 pour les MTQ. En 21, journal Le Passepéa, réduction du nombre d'éditions papier. En 22, résolution précisant la nature des situations nécessitant l'usage d'une langue autre que le français dans les communications de la Ville de Passepébiac. 23, rapport des membres du Conseil. En 24, affaires nouvelles. 25, période de questions. 26, levée de la séance. Et donc, ça se termine là pour ce soir. Est-ce que des membres du Conseil souhaitent ajouter un point à l'ordre du jour? Et sinon, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, M. Cyr, vous proposez. Merci beaucoup. Mme Sanson? Madame Anglart, oui, en accord. Madame Côté oui. Et Madame Guité. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité, ce qui nous mène au point 5, qui est le dépôt de documents de correspondance. Alors, nous avons un dépôt de lettres qui souligne et qui confirme le départ à la retraite de M. Philippe Horte. Alors, on souhaite évidemment le remercier pour toutes les années de service réalisées auprès de la Ville de Passepébiac. En 6, nous avons l'approbation des procès-verbaux antérieurs. Donc, il s'agit des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 décembre et de la séance extraordinaire du 17 décembre. Alors, séance extraordinaire du 17 décembre qui portait sur l'adoption du règlement pour les véhicules hors route. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption des procès-verbaux? Madame Guité, vous proposez. Alors, Madame Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Anglart? Oui, en accord. Monsieur Cyr? En accord. Et Madame Côté? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité que les procès-verbaux des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, donc celle de la séance ordinaire du 15 décembre 2025 et de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025, et conformément à l'article 333 de la alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Alors, vous comprendrez qu'on ne veut pas faire la lecture de 2 procès-verbaux ici, ce serait plutôt long. Point 7, administration générale et finances. 7.1, adoption des comptes à payer. Alors, les comptes à payer pour ce mois-ci, je dirais que c'est un mois où je n'ai pas constaté de dépenses majeures là, qui vaillent la peine d'être soulignées. Je ne sais pas si les membres du Conseil veulent en souligner, mais sinon, c'est pas mal toutes des résolutions qu'on avait adoptées, des paiements de comptes courants et tout ça. Alors, voilà, c'est plutôt simple. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires de la part des membres du Conseil, je prendrai une proposition pour adopter. Je soulignerai quand même que le total des comptes à payer pour ce mois-ci est de 135 000 $. Donc, voilà pour le total du mois.
Madame Anglade, vous proposez. Alors, Madame Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Monsieur Cyr, vous êtes d'accord? Oui. Madame Côté? Oui. Et Madame Guité? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous mène au suivi du budget. Donc, en 7.2, le suivi du budget pour décembre 2025. Alors ça vaut la peine s'y attarder parce que c'est le dernier suivi du budget de l'année 2025. Au 31 décembre 2025, le document qu'on a reçu, on était à 90,84 % de notre budget. On pourrait dire « Wow, c'est magnifique, on va finir avec des surplus extraordinaires », mais il faut encore faire preuve de prudence, c'est-à-dire qu'au 31 décembre, dans ce chiffre-là, il y a des dépenses qui ont été faites en 2025 qui n'ont pas encore été comptabilisées. C'est notamment le cas, je crois, d'une pompe qu'on va passer la dépense tout à l'heure, qui, avec les taxes, monte à plus de 100 000 $. Alors, il faudra quand même ajouter ça. Il y a plein de petites dépenses ici et là, et c'est normal qu'en fin d'année, il y a un petit peu de débordement. Donc, ce n'est pas encore le portrait à jour. D'ailleurs, en 2024, on était au même niveau à la fin de l'année. Puis au final, ça a fini en déficit. Donc, je ne dis pas qu'on va finir en déficit cette année, loin de là. Je pense même que ça ne va pas arriver cette année, étant donné que les dépenses en immobilisation, ça a été plus tranquille, puis qu'on ne devrait pas s'attendre à de surprises du côté des frais de financement. Mais tout ça pour dire que il faut quand même faire preuve de prudence. On n'est pas non plus au-dessus de nos affaires, et d'autant plus que l'année 2025, je vous le rappelle, on avait 600 000 $ qui étaient budgétés, qui allaient sortir finalement de notre surplus accumulé, de nos réserves financières. Alors, voilà, plus il y a d'argent dépensé là, plus que nos réserves vont diminuer. C'est quand même un montant substantiel. Au niveau aussi des revenus, là, il reste quelques revenus à percevoir. Là. On est à 97,74 % des revenus là, à percevoir. Alors, voilà, je pense que ça fait pas mal le tour de la situation. Évidemment, on aura une mise à jour plus complète là, sur la question des finances là, au 31 décembre, quand les états financiers audités vont passer avec les comptables. Mais ça, on n'est pas avant l'été prochain. Là, donc, on va avoir un portrait beaucoup plus tardif. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des commentaires sur le suivi du budget? Parfait. Dans ce cas-là, est-ce qu'une personne propose l'adoption du suivi budgétaire? Monsieur Cyr, vous proposez, c'est bien gentil. Alors, Mme Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Mme Anglade? D'accord. Mme Côté et Mme Guité. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous mènera au point 8, donc la période de questions. Vous avez 30 minutes pour nous questionner sur n'importe quel sujet d'intérêt public municipal, si vous le désirez. Vous pouvez aussi ne pas nous questionner. Alors, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Bon, vous voulez... parfait, je vous donne la parole, monsieur. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Bonsoir. Ça marche? Oui. Moi aussi, je vous souhaite une bonne année. Ma question, moi, c'est concernant les taxes. Oui. Avec la MRC, le code-part qu'on paye, les redevances qu'on paye à la MRC, là, est-ce qu'on paye ça selon les taxes que qu'on va avoir en 2026, là, le montant des taxes, ou ça va avec l'évaluation foncière que la MRC a faite? Le code-part, ça va par temps par habitant, puis ces choses-là. Ouais. Pourriez-vous juste nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui, absolument. Donc, la MRC, effectivement, a adopté son budget en fin d'année dernière. Et ce budget-là prévoit une série de codes-parts pour une série d'autres sujets. Je n'aimerais pas tous les codes-parts qu'on a à la MRC, mais grosso modo, la code-part est facturée directement aux municipalités et indépendamment du budget que les municipalités adoptent. Là. Donc, c'est vraiment au prorata de la population de chaque ville dans la MRC. Et donc, on arrive avec une facture de X $ qu'on intègre dans notre budget municipal et ça ne varie pas en fonction des décisions que nous, on va prendre à la ville de Passepébiac. C'est-à-dire que c'est vraiment au prorata selon la taille de chacune des villes de la MRC. OK. Là, vous avez déjà une idée à peu près comment est-ce qu'on va payer parce que, tu sais, pour ne pas avoir de surprise, vous faites votre budget, là, puis parce que ça, les autres, c'est quoi? 2 versements, un février, un mois d'août, quelque chose de même, là, qu'on paye? Qu'on le paye en 2 versements ou un versement? Ou... C'est-à-dire, vous parlez de la quote-part qui... Oui, la quote-part, pour ne pas avoir de surprise, vous savez déjà à peu près comment est-ce que vous avez à payer. Est-ce que vous allez l'inclure dans votre budget? Exemple, disons 400 000, pas qu'on arrive pour dire « on a oublié la MRC ». Oui, c'est ça. On connaît le montant exact déjà de la quote-part qu'on va devoir verser à la MRC de Bonaventure. Donc, ça a déjà été transmis au service de la trésorerie pour monter le budget. Mais donc, si je comprends bien, là...
cette quote-part-là de la MRC est intégrée à même le budget municipal. Donc, cette quote-part-là est payée à même les taxes municipales que les gens paient indifféremment là, du reste. Là, à moins qu'il y ait un détail qui m'échappe au niveau de la quote-part de la MRC. Là, mais, c'est un global, oui. Ça ne va pas par chaque résidence. Là. Oui, c'est ça. C'est un montant global, là, une facture de X dollars là, qui est versée à la MRC sur présentation de facture. Je pourrais vous dire le montant exact là, de la quote-part. Il faudrait que je me connecte sur la plateforme de la MRC. Peut-être qu'à la deuxième période de questions, je pourrais vous le sortir. Là. Ça pourrait prendre un petit peu de temps que je me connecte, mais effectivement, c'est pris en considération. Il y a eu une légère augmentation, mais ce n'est pas quelque chose qui vient faire mal à notre budget. Là. C'est bon. Voilà. Quelqu'un d'autre? Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Sinon, vous pouvez continuer également. Moi, c'était pour vous dire que, concernant le 24 logements, là, oui. Je vais faire partie du comité pour lui donner un petit coup de main. Oui, merci beaucoup. Puis, j'aurais peut-être une suggestion. Quand vous parlez du stationnement, là, c'est vrai là, que si petit, 24, là, que ça prend 36, là, est-ce que vous avez essayé de faire un estimé de le faire? Ça, je l'aurais suggéré, là, moi, là, parce qu'on n'a pas encore eu de rencontre avec ces LFG qui sont censés avoir le contrat. Là. Ce serait bon qu'on ait une rencontre pour savoir ce qu'on voit avec ça. Là. Pas attendre au mois de mai. Là. Puis, on pourrait peut-être la faire en béton. Nous autres, dans le Nord, on n'a pas l'asphalte à côté. On les fait en béton, du 35 MPa. Là, puis, le béton est meilleur que l'asphalte là, pour l'endurance. Là. Avec des joints de construction, puis vous sauverez peut-être sur des coûts. Peut-être qu'au prix du 24, il serait peut-être bon pour en faire un 36 au même prix. Tu sais, ce serait des choses à vérifier, à checker, là. Mais c'est ça, nous, dans le fond, on a eu une soumission pour faire 12 cases de logement supplémentaires. Ça revenait à 55 000 en asphalte. Maintenant, ce que je vais faire, j'accueille vraiment votre proposition. Quand je vais avoir une discussion, ce sera cette semaine, ça va arriver très rapidement, avec l'accélérateur de projet, je vais glisser l'idée de peut-être obtenir des estimés pour du béton. Effectivement, LFG est déjà dans le décor. Là, donc, les soumissions qu'on a consultées là, proviennent de LFG. Donc, le consortium est déjà choisi pour la construction. C'est juste que le contrat de construction, là, formellement, n'est pas encore signé, puis la construction n'est pas encore débutée parce qu'il faut attacher le montage financier. Mais là, c'est tous ces petits détails-là. On essaie de sauver de l'argent à gauche et à droite. Puis si effectivement on peut sauver de l'argent là-dessus, ce serait magnifique. Oui, parce qu'en béton, ils peuvent le faire avec leur main-d'œuvre. Ils ne sont pas obligés d'attendre après les autres. Là. Quand ils sont prêts, ils font le béton, là, puis ça finit là. Leur gars est capable de faire ça. Là. C'est un béton fini rough, là. C'est pas fini avec les machines. Là. Puis moi, c'est plus résistant. On fait dans le Grand Nord. Là. Puis le Grand Nord, les intempéries, comparé avec ici, puis la température, là, on parle des moins 40 et des moins 50. Là. Puis, juste pour vous donner une petite idée, parce qu'avant les fêtes, on a juste eu une rencontre de même, là, mais c'est avec l'autre gang, là, avec l'autre groupe. Là. C'était pas vraiment pour discuter de ce projet-là, mais on a glissé un petit mot, là. Ils ne sont pas encore sûr. On va le savoir quand on va voir les premières assemblées. Là. Mais ce serait supposé d'être une dalle sur sol. Tu sais, une dalle sur sol, puis on fait des murs, et on fait le premier mur. Mettons le premier mur à 8 pieds. Après que le premier mur est fait du bâtiment, après ça, c'est des sections préfab que tu embarques dessus avec la grue. Ça, c'est fait vite. Là. Mais comme je vous dis, je ne peux pas vous en dire plus. Là, puis ça serait une bonne chose, par exemple, qu'on aurait un membre du conseil qui siégerait avec nous autres, qui soit au courant. Puis quand on aura besoin de... plus de power comme M. Langlois ou de vous, M. le maire, là, pour intervenir là-dedans, là, au moins les gens seront au courant du dossier. Là. Ce qu'on va savoir, ils vont savoir eux autres aussi, on va en discuter. Là. Mais c'est ça, là, de ce que je comprends, il y a vraiment les habitations populaires qui s'est formé un comité là, pour la gestion du projet puis du chantier. C'est ce dont vous faites partie. Là. Puis c'est ça, moi, de mon côté, je vais commencer par avoir des rencontres avec l'accélérateur de projet, peut-être avec le président aussi, puis d'autres personnes à la ville. Donc, pour essayer vraiment de contribuer là où on est capable au niveau du montage financier. Puis là, après ça, est-ce qu'on pourrait s'impliquer plus activement aussi, là, d'avoir des gens là, pour le chantier? Là, c'est fort probable aussi. Je sais que M. Langlois puis notre urbaniste participent parfois à des rencontres là, où il y a un suivi quand même du chantier au niveau plus technique. Là. Donc, on a des fonctionnaires là, qui sont un peu en lien avec ça. Le but, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues, c'est de travailler ensemble. Oui, absolument. Faire une bonne job. Si on fait une bonne job, on respecte les coûts, ben, on a des chances qu'on peut en avoir d'autres. Là. Si on bosse un budget, il ne faut pas que tu bosses ça. Si on suit notre budget, puis si on va en bas de notre budget, on a des grosses chances qu'ils vont être en arrière de nous autres pour un autre 24 logements. Là. Oui, puis voilà, c'est ça. Je dirais, toutes les options vont être analysées pour essayer d'accélérer ce projet-là. Je pense vraiment que c'est un projet important. Là, c'est sûr, c'est malheureux.
le gouvernement pourrait toujours contribuer davantage, là, d'autant plus qu'habituellement, les paliers de gouvernement supérieurs ont un petit peu plus d'argent, juste un petit peu plus que nous. Mais bon, s'il faut contribuer, là, on en discutera pour s'assurer que ça avance. Puis éventuellement, s'il y a du financement extérieur qui s'ajoute, que rapidement le manque à gagner peut se combler, que cette construction-là peut commencer dès que possible, je pense que c'est ce qu'ils souhaiteraient. En passant, merci de vous occuper du dossier du cimetière de Saint-Pédis. Merci. Ça me fait grand plaisir. Alors, sur ce, est-ce que d'autres personnes ont des questions? 1, 2, 3. Alors, il y a toujours une période de questions à la fin si ça vous intéresse, mais donc ce serait la fin de la période de questions, ce qui nous amènerait au point 9, justement, qui est la dérogation mineure pour l'immeuble situé sur le lot 5 949 387, réduction du nombre de cas de stationnement. Alors, c'est exactement le même point qui a été soumis en décembre. C'est juste qu'il y a eu un veto suspensif là, de ma part pour nous laisser le temps de réfléchir. Donc, c'est un point qu'on doit traiter en priorité. La proposition, encore là, c'est, comme je dis, exactement la même, à l'effet de refuser la demande de dérogation mineure. Donc, si on va avec le texte tel que proposé, ça a pour effet concret d'avoir 36 cases de stationnement tel que le règlement prévoit et non 24 comme la dérogation mineure le prévoit. Et là, dans la réflexion, c'est que la solution à ça, ça pourrait être de payer la différence pour avoir 36 cases de stationnement, nous, la Ville. Mais encore là, la décision de payer quoi que ce soit n'est pas prise ce soir. Alors, c'est juste un peu qu'on réfléchit. Si on va dans cette direction-là, on se donne un plan de match, là, savoir qu'est-ce qu'on va faire après si on refuse la demande de dérogation mineure. Mais ce serait dans une autre séance avec une autre résolution qu'il faudrait prendre la décision de financer ou pas la différence. Évidemment, si on ne finance pas la différence, bien là, dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où le manque à gagner pour le projet augmenterait. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut surtout pas le retarder. Et là, peut-être qu'il y aurait à analyser, comme M. Hort le disait tout à l'heure, d'autres options, peut-être demander des soumissions pour essayer de voir comment ils peuvent réduire les coûts. Parce que nous, c'est sûr que si on peut contribuer à la différence du 36 cases, mais que la différence soit moins importante, bien, ça fait notre affaire, là. Donc, on va essayer quand même de voir avec eux là, comment ils peuvent contrôler les coûts si on va dans cette direction-là. Mais donc, ce soir, on décide simplement sur la demande de dérogation mineure. On vote une autre fois. Et donc, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des commentaires à apporter sur cette décision-là à prendre? Évidemment, on l'a déjà délibéré une première fois, une deuxième fois, donc on revient là-dessus. On s'est donné davantage de temps de réflexion et là, la proposition, ce serait finalement de prendre la même décision qu'on a prise au mois de décembre, mais disons plus sagement. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, je prendrais une proposition pour l'adoption. Donc, j'ai entendu M. Cyr avant, donc je prends votre proposition. Madame Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Madame Anglart? Oui, également. Excellent. Madame Côté? Oui. Madame Guité? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité, et ce qui veut donc dire que la demande de dérogation mineure est refusée. Et en fait, là, je n'ai pas lu le texte, là, mais je l'avais déjà lu à une séance précédente. Je vais le relire quand même pour la forme. Considérant la demande de dérogation mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme du règlement de zonage 2009-325 de la Ville de Passepébiac concernant l'immeuble situé sur le lot 5 949 387 à Passepébiac, considérant que cette demande vise à autoriser la réduction du nombre de cases de stationnement prévues pour un bâtiment principal de type habitation multifamiliale à une case par logement, alors que l'article 126 du règlement 2009-325 de zonage stipule que le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis pour ce type d'usage est de 1,5 cases par logement, considérant que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni le 21 novembre 2025 et après analyse de la demande, il a été résolu à l'unanimité de recommander au conseil municipal de refuser la demande telle que présentée, soit de refuser la réduction du nombre minimal de cases de stationnement hors rue de 1,5 à 1 case par logement, considérant que cette demande a été soumise à la consultation des citoyens lors d'un avis public publié le 28 novembre 2025, considérant qu'il n'y a pas eu d'opposition à cette demande à la date butoir. En conséquence, il est proposé par résolu A des membres du conseil présent de suivre la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et de refuser la demande de dérogation mineure des habitations populaires de Passepébiac, dont son représentant est M. Gervais Daris. Alors, ça a été adopté à l'unanimité, mais donc, je veux juste valider avec vous que tout est conforme, tout va bien, parfait. Donc, on a procédé un peu en ordre inversé ici, mais ça avait déjà été délibéré, étant donné le veto. Ce qui nous amènera au point 10, qui est l'engagement de dépenses pour les formations obligatoires des élus, donc à 2 formations obligatoires. Ça, en fait, c'est une formation en éthique et déontologie qu'on devait suivre par le passé. Il y a une nouvelle formation aussi qui s'ajoute, qui est une formation sur les rôles et responsabilités des élus.
Alors, en total, c'est une dizaine d'heures de formation obligatoire. Les nouveaux élus ont 6 mois pour la compléter. Les anciens élus, les personnes réélues ont 9 mois pour la compléter. Et donc, c'est vraiment obligatoire, là. Donc, s'il y a des membres du conseil qui ne la complètent pas, alors la commission municipale peut imposer des sanctions pour non-suivi de la formation. C'est des dépenses qui entraînent des coûts. Alors, c'est 400 $ pour les 2 formations par membre du conseil. C'est des formations qui peuvent être suivies à distance. Là. La formation en présentiel, là, pour le moment, est plus difficilement disponible, puis elle coûterait plus cher. Alors, donc, je pense qu'on va se contenter d'une formation virtuelle. Donc, ce qui est important de noter, c'est que conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, un remboursement de dépenses comme celui-ci, la manière que ça doit fonctionner, d'abord, le conseil autorise la dépense, ce qu'on fait ce soir. Ensuite, les membres du conseil vont devoir payer de leur poche leur formation. Et une fois que c'est fait, vont devoir demander un remboursement à la Ville sur présentation de pièces justificatives au coût réel. Donc, ce n'est pas possible d'engager ces dépenses-là sur la carte de crédit de la municipalité, ce ne serait pas légal. Ça a été vérifié, on avait eu d'autres expériences avec ces questions-là par le passé. Et donc, voilà. Ce n'est pas possible non plus de donner l'argent en avance aux membres du conseil, il faut vraiment que ce soit un remboursement. Des avances de fonds, là, peuvent être possibles, mais ça prend un règlement municipal pour ça, puis le règlement municipal n'existe pas ici. Donc, ça va être un remboursement qui va avoir lieu. Le total pour les 7 élus, on estime ça à 2 800 $ plus taxes. Alors, mais c'est une dépense obligatoire. Alors, la proposition va comme suit. Attendu qu'un nouveau conseil municipal a été nommé à la suite du scrutin du 2 novembre 2025, attendu que des formations sont offertes afin d'outiller les élus municipaux dès le début de leur mandat et couvrent les fondements du fonctionnement municipal, les règles de gouvernance, les finances publiques, l'aménagement du territoire et les relations politico-administratives, attendu que, conformément à l'article 26 de la loi sur le traitement des élus municipaux, les membres du conseil devront payer par leurs propres moyens les formations pour ensuite réclamer à la Ville un remboursement au coût réel sur présentation de pièces justificatives, attendu que ces formations énumérées ci-dessous sont obligatoires et peuvent être présentées en séance virtuelle, à savoir comprendre le fonctionnement municipal et le rôle d'élu, et éthique et déontologie en matière municipale, il est proposé par et résolu à que le maire et les conseillers et conseillères puissent se prévaloir de 2 formations virtuelles pour un montant approximatif de 400 $ chacune, totalisant 2 800 $ taxes en su. C'est une dépense qui est assujettie aux dépenses de formation et de perfectionnement. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ça. Non, je prendrai une personne pour en proposer l'adoption. Alors, Mme Anglade, vous proposez. Merci beaucoup, Mme Sanson. Je suis d'accord. Monsieur Cyr, Je suis d'accord. Mme Côté et Mme... pouvez-vous dire à haute voix? Oui, parfait. Et Mme Guité. Je suis d'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, je n'avais pas entendu de son audible pour la réponse, mais pour qu'un vote soit valide, il faut qu'il soit fait à haute voix. Alors, si une personne a une extinction de voix, techniquement, elle ne peut pas siéger. C'est quand même fait cocasse, mais voilà. Ce qui donc sera adopté à l'unanimité, ce qui nous mènerait au point 11, autorisation de paiement Xylem Canada pour la pompe 85 HP. Donc, on l'expliquait tantôt, là, c'est une pompe pour les dans les comptes à payer. C'est une pompe pour les eaux usées qui est située à la station de pompage sur la rue Chapado. Alors, c'est une pompe là, qui vaut quand même un bon montant, là, 98 365,49 taxes en su. Donc, avec les taxes, ça monte à 113 095,72. Mais donc, c'est ça, c'est essentiel. Il y a quelques pompes comme ça qu'on a à remplacer. Et donc, on procède à celle sur la rue Chapado, quoique là, la résolution dit la rue D. Donc, il y a une certaine confusion. Mais on me confirme. C'est la rue Chapado. On me confirme que c'est la rue Chapado. Chapado. Alors, excellent. Et donc voilà, je vais faire la lecture. Attendu que le directeur général a dûment été autorisé par voie de résolution numéro 2025-09-201 à procéder à l'acquisition d'une nouvelle pompe pour les eaux usées de la station de la rue Chapado au montant de 98 365,49 taxes en su. Attendu la réception de la facture de Xylem Canada numéro 35 58 43 41 35 au montant de 113 095,72 taxes incluses. Il est proposé par résolu A de procéder au paiement de 113 095,72 taxes incluses et transports inclus à l'ordre de Xylem Canada, et c'est une dépense qui est supportée par le PTI 2025-2027. Alors, on avait déjà autorisé la dépense, il suffit d'autoriser le paiement de la facture, donc rien de compliqué ici.
Je ne pense pas qu'il va y avoir de commentaires, les pompes d'eau usées ne suscitant pas les patients. Alors, je prendrai une proposition pour l'adoption. Madame Sanson, vous proposez. Madame Anglart, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Cyr? Je suis d'accord. Madame Côté? Oui. Et Madame Guité? Oui, je suis d'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous mène au point 12, qui est le dépôt de projet de règlement 2025-554 fixant le taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2026. C'est un règlement qui sera adopté le 29 janvier, en même temps que le budget, le plan triennal d'immobilisation. Le projet qui est déposé ne prévoit, je ne le lirai pas au complet, là, mais évidemment, il ne prévoit pas les taux de taxes là, qui seront nécessairement adoptés le 29. Là, il reste encore un peu de travail à faire, mais au niveau des tarifs de certaines choses, là, ça a été ajusté. Et donc là, je n'ai pas la copie avec moi, mais je vais essayer de vous résumer ça. En fait, je dois aller chercher la copie ailleurs, ce ne sera pas très long. Alors, je pense qu'il y a une petite erreur au niveau des documents numériques. Je ne trouve pas ce document-là. Mais de mémoire, oui, vous pouvez me donner une copie papier. Alors, parfois, il faut quand même utiliser du papier. On ne peut pas tout faire électronique. Mais c'est ça, on a une modification de la tarification pour ce qui est des branchements d'aqueducs et d'égouts en cas de nouvelle construction. En tout cas, c'est ce qui est proposé dans le nouveau projet de règlement. Et donc, ce que ça dit, je pense que ça vaut quand même la peine d'être mentionné avant l'adoption le 29, c'est que pour un terrain qui est situé du côté où passent les conduites de la ville, plutôt que d'être de 1 500 $, le tarif serait de 2 000 $, donc une augmentation de 500 $ à ce niveau-là. Pour les conduites qui sont opposées aux conduites de la ville, ce serait 2 500 $ plutôt que 2 000 $, donc encore là, une augmentation de 500 $. Et là, auparavant, on disait que sur les parties du réseau qui sont au ministère des Transports, c'est-à-dire la 132, la rue Chappadeau, l'avenue Boudreau, on devait finalement payer le coût réel assumé par la Ville. Mais là, le coût réel assumé par la Ville, ça peut varier énormément. Donc, pour les gens qui veulent se construire sur ces rues-là, c'est un petit peu difficile à juger là, de la facturation qu'on va leur donner. Et donc, mais ça coûte plus cher à ces endroits-là parce que là, sur le réseau du MTQ, il y a toutes sortes de normes supplémentaires qui s'ajoutent. Qui font en sorte que le coût réel est beaucoup plus élevé. Alors, c'est pour ça qu'on avait mis ça. Mais là, ce règlement-là, sur ces rues-là, proposerait de mettre le coût réel à 5 000 $. Alors, il n'y aurait pas de variation. Et à ces moments-là, toutes les dépenses qui sont prévues, ça coûte beaucoup plus cher que ça à la Ville de brancher quelqu'un à l'aqueduc et à l'égout. Donc, ça demeure un service qui est subventionné. Il y a une répartition, on va dire, peut-être un peu plus équitable des coûts pour les propriétaires et pour la Ville dans ce cas-là. Donc, on veut quand même encourager la construction, mais on veut aussi couvrir une partie de ces dépenses de branchement-là qui sont quand même considérables. Alors ça, c'est une première modification qui est faite. Et sinon, là, pour le reste, les services, là, c'est proposé de rester pareil. D'ailleurs, je m'attends à ce que ce soit la même chose au moment de déposer notre budget le 29 janvier. Les différences là, seraient vraiment au niveau des taux de taxation, mais ça, on vous réserve ça pour le 29. On n'a pas encore statué là-dessus. Et je tiens à mentionner aussi les dates des versements pour le paiement des taxes foncières. Alors, dans le projet de règlement, c'est déjà écrit et je m'attends à ce que ça reste pareil. Alors, le paiement des taxes foncières pour cette année, on aurait 6 versements. Le premier qui serait le jeudi 9 avril 2026, le second qui serait le jeudi 7 mai 2026, le troisième le jeudi 11 juin 2026, le quatrième le jeudi 10 septembre 2026, le cinquième le jeudi 8 octobre 2026 et le dernier le jeudi 5 novembre 2026. Et donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce projet de règlement-là. Je vous remercie énormément pour la copie papier. C'était fort charitable. Et donc, essentiellement, c'est ça pour ce qui est de ce projet de règlement-là. Et donc, là, je vais vous lire le texte de la proposition. Mais il n'y a pas de vote parce que c'est un simple dépôt. Attendu qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit préparer et adopter le budget de la Ville pour le prochain exercice financier et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet au Conseil municipal de prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance.
Attendu qu'en vertu de l'article 263, quatrième paragraphe de la loi sur la fiscalité municipale, le ministre des Affaires municipales a adopté un règlement permettant le paiement des taxes foncières en 6 versements, dont le premier sera exigé. Et là, je vous ai dit les dates tantôt, là, mais donc je répète, le jeudi 9 avril 2026, jeudi 7 mai 2026, jeudi 11 juin 2026, jeudi 10 septembre 2026, jeudi 8 octobre 2026 et le jeudi 5 novembre 2026. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, un avis de motion a été dûment donné le 17 novembre 2025. Il est proposé par et résolu à de déposer, mais comme c'est un dépôt, il n'y a pas de vote. Alors, ce qui nous amènera au point 13, qui est l'avis de motion de l'adoption du règlement 2026-556, afin de permettre la mise à jour de la rémunération des élus et des élus de la ville de Passepébiac. Alors, je vais lire l'avis de motion, je vais faire les explications après au moment du dépôt. Alors, je donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil de la ville de Passepébiac, ce sera le 9 février 2026, le règlement 2026-556 sur la mise à jour de la rémunération des élus et élus de la ville de Passepébiac sera adopté. Ce règlement a pour conséquence d'abroger le règlement 2024-537 ayant pour objet d'actualiser la rémunération des élus du présent conseil municipal. Alors, à notre prochaine séance ordinaire, il va y avoir un avis public là, qui va être publié sur le site de la ville là, pour officialiser le tout. À notre prochaine séance ordinaire, qui est le lundi 9 février, il y aura un vote là, sur l'adoption. Ce soir, on fait seulement le dépôt. En 14, donc, on a le dépôt du projet de règlement 2026-556 afin de mettre à jour la rémunération des élus de la ville de Passepébiac. Alors, ce projet de règlement-là, je vais vous le résumer article par article. Là. Mais d'abord, en ce qui a trait à la rémunération des membres du Conseil. Pour l'année 2026, ce que le projet de règlement prévoit, c'est que la rémunération demeure la même, mais on a des ajustements où on vient changer 4,30 sous pour une pièce. Je vous explique pourquoi. Dans la loi, la rémunération des élus municipaux est basée sur 2 choses. D'abord, une rémunération de base et une allocation de dépenses. La rémunération de base, c'est du salaire, et l'allocation de dépenses, c'est une somme qui nous est versée, qui est en partie non imposable du côté du gouvernement du Québec, qu'on doit utiliser pour couvrir certaines dépenses reliées à nos fonctions, mais donc l'excédent de ça finit, si on veut, en salaire. Donc l'addition de la rémunération de base plus l'allocation de dépenses donne la rémunération des membres du conseil municipal. Et finalement, l'allocation de dépenses est le seul avantage auquel ont droit les élus municipaux. Donc, il n'y a pas de cotisation d'assurance-emploi, il n'y a pas d'avantages sociaux. Vraiment, ça s'arrête là pour les élus. Alors, c'est un avantage, mais c'est le seul qui est offert. Et de la manière que cette allocation de dépenses-là est calculée, c'est qu'on prend le montant de la rémunération de base des membres du conseil, on le divise par 2. Mais on divise par 2 jusqu'à un maximum d'un certain plafond. Concrètement, nous, à la Ville, il y a seulement le maire qui est visé par ce plafond-là. Et donc, voilà. Ce plafond-là est réajusté à chaque année selon un décret à la Gazette officielle du Québec là, par le gouvernement qui est en fonction de l'inflation. Donc, à chaque année, ce plafond-là augmente un peu. Et à Passepébiac, on est au plafond là, pour le maire au niveau de l'allocation de dépenses. Alors, ce qui est proposé dans le projet de règlement, étant donné qu'il y a eu une augmentation du plafond de l'allocation de dépenses, ce serait de diminuer légèrement la rémunération de base du maire pour faire en sorte que la rémunération plus l'allocation, ça donne le même montant. Donc, la partie de la rémunération qui est une allocation de dépenses augmenterait, mais au final, les dollars payés par la Ville, là, ce serait exactement le même montant. Alors, concrètement, la rémunération du maire passerait à 47 240 $. Elle était de 48 588 $ auparavant. Et l'allocation de dépenses augmenterait légèrement. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, là, mais il y a une année qu'on a skippé une indexation de ça, mais qu'importe. Là, on augmenterait de 19 422 à 20 769. Donc, la rémunération totale du maire, ce serait 47 240 $ plus 20 769 $, qui ferait un total d'environ 68 000 $, exactement au même endroit qu'elle était auparavant, à plus ou moins 1 $. Donc, on continuerait le gel de la rémunération des élus pour l'année 2026, du côté du maire. Du côté des conseillers, essentiellement, c'est un gel aussi, c'est juste que les montants ont été arrondis dans le règlement. Donc, on avait une rémunération de base avant qui était à 10 070 $, elle passe à 10 100.
Et au total, qu'on prend l'allocation plus la rémunération de base, ça veut dire dans l'année au complet, 365 jours, chaque conseiller aurait droit à l'énorme somme de 45 $ de plus. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas grand-chose, c'est vraiment plus cosmétique, la proposition. On a arrondi les montants et ça ne coûterait rien aux contribuables finalement parce que cet argent-là serait, qui est environ 200-300 $ pour l'ensemble du groupe, serait pris à même le reste du budget de fonctionnement du conseil municipal. Donc, il y a de l'argent qui serait enlevé pour notamment les frais de déplacement ou autres. Donc, au final, pour l'année 2026, c'est vraiment à coût nul. Maintenant, pour les années qui suivent, depuis 2022, la rémunération des élus est gelée. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune indexation pour suivre le coût de la vie. Le montant en dollars est resté exactement le même en 2022, en 2023, en 2024, en 2025. Et ce qui était une décision à l'époque, il y avait eu une forte augmentation du salaire des élus, alors on voulait faire un rattrapage. On voulait faire un rattrapage, mais donc c'est ça, ce rattrapage-là éventuellement a été fait. Il y a eu une forte inflation dans les dernières années. Alors là, la proposition, c'est d'avoir une indexation pour que le salaire des élus à l'avenir suive le coût de la vie, si on veut, et qu'on ne se ramène pas à devoir faire dans 4 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, une grosse augmentation d'un coup sec du salaire des élus parce que celui n'aura pas suivi au fil du temps. Alors, ce qui est proposé, c'est qu'à partir du 1er janvier 2027, la rémunération de base des membres du conseil serait indexée de 1,5 % à chaque année. En guise de comparaison, les employés syndiqués de la Ville actuellement ont droit à 3 % d'indexation par année et récemment ont eu droit à une indexation de 6 % Alors, on resterait dans un territoire tout à fait modeste qui, pour l'ensemble des membres du conseil, les 7 autour de la table, représenterait une somme d'environ 2 400 $ par année. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va avoir un impact immédiat important ni sur le budget municipal, ni sur nous. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que graduellement, la rémunération des membres du conseil suive l'augmentation du coût de la vie pour faire en sorte qu'on ne doit pas se ramasser dans quelques années à devoir faire un rattrapage de 5, 10, 15, 20 % comme on a pu le voir par le passé. Alors, c'est vraiment d'étaler l'indexation dans le temps, ce qui est, je le répète, une indexation, là, ce n'est pas une augmentation à proprement parler. Là. On ne suit même pas l'inflation et l'augmentation de l'indice des prix à la consommation là-dedans. Alors, c'est fait de la manière la plus conservatrice possible, je dirais. Et à partir du 1er janvier 2030, c'est-à-dire quand le mandat présent du conseil municipal sera terminé, il y aurait une indexation de la rémunération de base des membres du conseil de 2 % par année. Donc, à partir du moment où le mandat serait terminé, là, l'indexation augmenterait légèrement, mais donc, il y a une gêne qui est gardée pendant le présent mandat de garder ça à 1,5 % plutôt que 2 %. Alors, voilà, c'est quelque chose de vraiment très modeste, mais c'est fait dans une perspective à long terme pour éviter de devoir faire un rattrapage important plus tard, puis pour faire en sorte que les membres du conseil municipal, non seulement les membres présents, mais les membres futurs, la rémunération demeure à un bon niveau, parce qu'actuellement, elle est à un bon niveau, mais au fil du temps, s'il n'y a pas d'indexation, ce niveau de rémunération-là va s'effriter. Alors, on veut qu'avec cette proposition-là, dans le temps, la rémunération des membres du conseil demeure attractive pour qu'on puisse recruter des candidatures de qualité, pour qu'on puisse recruter des candidats aux élections, et, comme je disais, pour éviter un rattrapage. Alors, ça, c'est le gros morceau de ce dépôt de projet de règlement-là. Maintenant, après ça, il y aurait aussi une modification au niveau de la rémunération du maire suppléant. Depuis un règlement qui a été modifié, je pense, en 2024 ou en 2025, la rémunération du maire suppléant, lorsqu'il n'y a pas de remplacement du maire, est de 0 $. Donc, le fait d'être maire suppléant ne vient pas avec une rémunération en tant que telle. Il y a un barème qui est fixé, par contre, dans le précédent règlement pour dire à partir de quel moment le maire suppléant commence à toucher une rémunération en cas de remplacement du maire. Le précédent règlement dit que c'est à partir de 30 jours que le maire suppléant commence à toucher une rémunération qui est alors égale à celui du maire. Bon, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que si, disons, je prends toujours l'exemple, si je me fais frapper par un train et que je suis incapable d'exercer ma fonction et que le maire suppléant doit me remplacer, en vertu du précédent règlement, dans les 30 premiers jours du remplacement, même s'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de dossiers, puis éventuellement, le maire suppléant serait amené à devoir se libérer de son travail et potentiellement encourir des pertes financières.
bien, les 30 premiers jours, essentiellement, au-delà de son salaire de conseiller, c'est du bénévolat. Alors, ce que le projet de règlement propose, c'est de fixer le seuil à partir du moment où il y a une rémunération additionnelle pour le remplacement du maire à 14 jours. C'est-à-dire que de 0 à 14 jours, en fait, de 0 à 14 jours, il y aurait finalement, c'est ça, ce serait du bénévolat. Il n'y aurait pas de rémunération additionnelle pour le maire suppléant. Ce qui veut dire concrètement, c'est une absence de courte durée ou des vacances où le maire suppléant vient essentiellement à la ville de temps à autre pour signer des chèques ou animer une rencontre, il n'y a pas de rémunération additionnelle. Par contre, si c'est un remplacement de plus longue durée qui dépasse 14 jours, donc à partir du 15e jour, bien là, à partir de ce moment-là, le maire suppléant recevrait la rémunération du maire moins sa rémunération de conseiller, ce qui ferait en sorte essentiellement d'avoir la rémunération du maire. C'est comme ça que c'est libellé. Alors, voilà pour ça. Pour le reste, on précise dans le règlement aussi toutes les règles de remboursement de dépenses pour s'assurer que cette partie-là soit respectée. Donc, il est question séparée de l'allocation, notamment remboursement de dépenses comme pour des formations obligatoires, comme on l'a vu tantôt, pour aller à des congrès, des colloques, c'est mieux encadré dans notre règlement. Et aussi, on prévoit finalement qu'il y aurait une transparence accrue des remboursements de dépenses des membres du conseil municipal. C'est-à-dire que dès qu'on utilise les règles de remboursement, en vertu de ce projet de règlement-là, dès que les règles de remboursement de dépenses seraient utilisées, obligatoirement, ça figurerait dans un rapport publié par la trésorière sur le site de la Ville. Et ce rapport-là devrait comprendre le nom du membre du conseil pour lequel un remboursement a été émis, le montant du remboursement de dépenses et l'objet, donc le pourquoi du remboursement de dépenses. Alors, c'est pour, encore là, être plus transparent, s'assurer que les gens aient accès non seulement à la rémunération qui est offerte aux membres du conseil, ce qui déjà doit être publié sur le site de la Ville et doit être public, mais aussi au remboursement de dépenses. Et en parlant de ça, je pense que je l'ai fait pour le maire tantôt, mais je ne l'ai pas fait pour les conseillers, là. Mais je vais répéter l'ensemble. La rémunération, selon ce règlement-là, pour le maire, c'est une rémunération de base de 47 240 $ plus une allocation de dépenses de 20 769 $, ce qui donne environ 68 000 $ et essentiellement le montant demeure le même. Pour les conseillers, 1 100 $ et on ajoute à ça une allocation de dépenses qui est de la moitié, donc 5 500 $. Ce qui fait un total de 15 150 $ de rémunération pour les conseillers et les conseillères. Donc, qui est une augmentation très légère, je vous disais tantôt, de 45 $. Alors ça, c'est le portrait pour le règlement de rémunération. Je pense l'avoir bien expliqué, le pourquoi, du comment, les détails. Maintenant, peut-être qu'il y a certains détails qui m'ont échappé. Alors, je ne sais pas s'il y a des membres du conseil qui voudraient préciser des éléments sur le règlement de rémunération, peut-être formuler des commentaires sur le projet qui est soumis au conseil. Est-ce qu'il y a des commentaires à ma droite? Commentaires à ma gauche? C'est très bien expliqué, parfait. C'est un élément par le passé qui a parfois été chaud à Passepébiac, alors je voulais prendre le temps de bien l'expliquer. Je pense que d'expliquer comme ça, on a une proposition sur la table qui est quand même relativement raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les membres du conseil, la rémunération augmente fortement, on n'est pas là pour ça, mais on veut s'assurer que dans le temps, la fonction d'élu municipal conserve, disons, une rémunération là, qui est dans le temps. Et donc, les employés municipaux ont droit à des indexations de leur salaire. Les élus municipaux, il y aurait une indexation prévue dans ce règlement-là qui est 2 fois inférieure à ce qui est prévu pour les employés municipaux. Alors, je pense que c'est une proposition qui est encore là très raisonnable puis qui n'aurait pas des coûts significatifs pour les citoyens. Alors, voilà. C'est un dépôt, donc je m'en allais faire un vote, mais il n'y a pas de vote à avoir. C'est un dépôt. Ce qui nous amènerait au point suivant de l'ordre du jour, qui est le transfert de contrat d'exploitation Jaffa Inc. à E360S en tente commerciale. Alors ça, Exploitation Jaffa, c'est l'entreprise qui s'occupait de notre collecte des matières résiduelles. Il y a eu une vente d'actifs de Exploitation Jaffa. Tous les actifs de collecte de matières résiduelles, ça a été vendu à une entreprise qui s'appelle E360S, qui est une entreprise essentiellement de l'Ontario, puis ils ont une filiale au Québec, tout ça, avec laquelle, en fait, on va faire affaire. Et bien, finalement, ça prend l'autorisation de la Ville pour transférer le contrat d'exploitation Jaffa, qui maintenant ne possède plus d'équipement pour faire la collecte de matières résiduelles, transférer ça à la nouvelle entreprise. Donc, c'est quand même un changement pour lequel on a pris le temps de faire nos devoirs là, pour être sûr que la collecte des matières résiduelles se fasse correctement. On a vérifié si l'entreprise disposait du matériel suffisant pour faire la collecte, c'est bel et bien le cas. On a vérifié aussi auprès des avocats de la Ville, on a demandé un avis juridique.
Et après toutes ces vérifications-là, on est venu à la conclusion qu'on était en mesure d'autoriser le transfert du contrat de Jaffa à la nouvelle entreprise. Plusieurs autres municipalités l'ont fait. Je pense qu'on est la dernière dans la région à ne pas encore avoir fait le transfert. Alors, on a vraiment pris le temps de faire nos devoirs. Et on ne voulait pas non plus repartir en appel d'offres, parce que repartir en appel d'offres, dans ce cas-là, on aurait pu sortir en appel d'offres à un prix plus élevé. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voulait surtout pas ces temps-ci. Alors, étant donné que l'entreprise est capable de faire le travail, bien, on continue avec eux. Alors, la proposition va comme suit. Considérant que la compagnie d'exploitation Jaffa Inc. a informé la Ville de Passepébiac d'un transfert de contrat avec E360S en date du 22 octobre 2025, considérant qu'il n'y aura pas d'incident majeur en ce qui a trait à la cueillette des matières résiduelles dans la Ville de Passepébiac en signant le contrat de cession, considérant que la Ville de Passepébiac a reçu une opinion favorable d'une firme juridique dans le dossier, il est proposé par et résolu à de mandater le directeur général à signer le consentement à la cession réputé être le 1er octobre 2025. Alors, ça fait quand même un bout qu'on est là-dedans, soit dit en passant, donc depuis octobre. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, tout comme les eaux usées, je ne pense pas que ça suscite des passions. Alors, si vous le proposez, est-ce qu'une personne propose l'adoption? Madame Anglade, parfait, merci beaucoup. Madame Sanson. Je suis d'accord. Monsieur Cyr? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Madame Côté? Oui. Madame Guité? En accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amènera au point 16, donc, qui est la participation au déficit d'exploitation de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'on doit payer à chaque année. Donc, les municipalités doivent contribuer une partie du déficit d'exploitation de l'Office d'habitation. C'est calculé en fonction de, notamment, notre population. On a reçu la facture, c'est d'un montant de 25 478,50 $. Alors, nous, on avait même budgété plus que ça. Alors, finalement, on est content que la facture sorte un peu plus bas. Donc, c'est commun, là, on fait ça chaque année. Et ça va comme suit. Considérant que la Ville de Passepébiac a reçu une correspondance de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs pour sa participation municipale à la hauteur de 10 % au déficit d'exploitation de l'OH Baie des Chaleurs, secteur Passepébiac pour 2025, dans la catégorie HLM régulier, considérant que la participation de la Ville de Passepébiac est de 25 478,50 $ pour l'exercice 2025, il est proposé par et résolu à d'autoriser le paiement de sa participation au déficit de l'OH Baie des Chaleurs en 2025. Alors, tout comme le reste, je ne pense pas que ça va susciter des passions. Alors, comme j'anticipe qu'il n'y aura pas de commentaires là-dessus, je prendrai une proposition pour l'adoption. Madame Guité, merci beaucoup. Alors, Madame Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Madame Anglade? Je suis d'accord également. Monsieur Cyr? Je suis d'accord. Madame Côté? Oui, en accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous mène au point 17, l'entente pour le contrat de travail du directeur général. Et là, je vois déjà les gens avoir de l'intérêt dans la salle. En fait, on a une entente de principe qui est sur la table avec notre directeur général pour le renouvellement de son contrat de travail. La négociation s'est très bien passée. Donc, on était en fait, Mme Guité et moi, sur le comité. On a rencontré Maître William Hassels, là, qui est donc le procureur de la Ville. On lui a donné quelques instructions que le conseil municipal nous avait données. Et par la suite, on a mandaté Maître Hassels, donc, d'aller s'asseoir à la table de négociation avec notre directeur général pour s'assurer que tout se passe bien, aussi pour mettre à profit son expérience de négociation. Et ça s'est très bien passé. En fait, ça a pris seulement une rencontre entre Maître Hassels et M. Langlois pour conclure. Alors, ça a été une négociation vraiment qui a été fructueuse. Vous le savez, c'est une négociation qui n'a pas toujours été facile. Les personnes qui sont habituées au conseil municipal ont parfois vu qu'auparavant, c'est un sujet qui pouvait soulever les passions. Mais là, on s'est vraiment mis d'accord avec une entente de principe qui est mutuellement avantageuse pour tout le monde, autant pour la Ville que M. Langlois. Je pense que c'est vraiment une bonne entente. Ça a pris le temps de prendre le temps de négocier une bonne entente. Et étant donné que le contrat de travail du directeur général est un document public, pour lequel il est possible de faire une demande d'accès à l'information. Donc, c'est de l'information publique, à part les informations là, strictement privées, là, adresse et tout ça. Je vais faire quand même un résumé du contenu du contrat, puis voir aussi où ce qu'on était auparavant. Alors, pour ce qui est de la rémunération, qui est quand même le nerf de la guerre, auparavant, notre directeur général était rémunéré à hauteur de 85 000 $ par année. L'entente qui avait été signé pour le directeur général à l'époque, prévoyait relativement une faible augmentation de son salaire entre le moment de son embauche en 2020 et 2025, ce qui fait en sorte que de 2020 à 2025, essentiellement, la rémunération du directeur général a suivi l'inflation. Donc, a suivi le coût de la vie, puis il n'y a pas eu de perte de pouvoir d'achat ou quoi que ce soit.
Mais pour autant, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire au-dessus de ça. Ce qui veut dire qu'en 2020 et 2025, la Ville a pu compter sur les services d'un directeur général à un coût qui est, somme toute, modeste et qui était avantageux pour la Ville. Le salaire de 85 000 auquel est arrivé finalement ce contrat-là en 2025, c'est un salaire qui était égal à certains cadres sous sa responsabilité. Donc, nous, à Passepébiac, l'échelle de rémunération pour des directeurs des services, que ce soit trésorerie, sport et loisirs, culture, est entre 72 000 et 85 000 par année. Alors là, on était dans une situation où on avait un directeur général qui était payé au même titre que certains cadres sous sa responsabilité, alors que pourtant, la tâche de directeur général, et je suis à même de le constater à chaque semaine, est une tâche qui exige énormément de temps, de responsabilité et aussi de compétences. Alors, c'est évident qu'on ne pouvait pas garder la rémunération à 85 000 par année. On a donc regardé différents éléments pour faire la négociation. On a regardé les contrats de travail des directeurs généraux de d'autres municipalités. On a ciblé des villes comparables quand même à nous, Bonaventure et New Richmond. On a aussi consulté un rapport de l'Union des municipalités du Québec sur la rémunération des directeurs généraux au Québec. Et tous ces considérants-là nous ont amenés à avoir comme proposition dans l'entente qu'on vote ce soir une rémunération annuelle de 105 500 $. Ce qui est quand même une bonne augmentation, mais qui, comme je l'ai dit, est comparable à ce qui se voit dans d'autres villes, de la région incluant, et finalement qui est le prix que ça vaut actuellement sur le marché pour avoir un directeur général. Et aussi, on prenait en considération le contrat de 2020 à 2025, tout ce que je vais expliquer tout à l'heure. Au niveau des avantages sociaux, ça demeure relativement la même chose. Je n'entrerai pas dans tous ces détails-là, mais à ce niveau-là, pour la Ville, le coût demeure le même. Et au niveau de la rétroactivité salariale, on s'entend pour qu'il y ait rétroactivité salariale de l'échéance du contrat, à savoir le 1er juillet 2025, jusqu'à le moment de la signature, ce qui est tout à fait commun dans la signature des ententes de travail. Mais donc, là, je n'entrerai pas dans les détails de tout ce qui s'est négocié auparavant, mais il y a eu un réel progrès dans la négociation et la Ville, par rapport à ce qui a été proposé auparavant, sauve quand même des sommes considérables d'argent. C'est une entente qui est avantageuse et c'est une entente qui est juste. C'est-à-dire qu'on ne rémunère pas trop le directeur général, mais on n'offre pas non plus une sous-rémunération. On est au juste milieu avec ce qui se fait ailleurs. Et vous savez, je me suis opposé à la dernière entente de principe en juillet dernier. Si j'avais été contre l'entente qui est présentée ce soir, je le dirais. Mais là, l'entente qu'on a sur la table est réellement bonne. Et donc, moi, je recommande qu'on l'adopte. Et je pense aussi que la plupart en fait, je pense même la totalité des membres du conseil municipal vont être d'accord pour entériner cette entente-là. C'est bien qu'on aille de l'avant avec ça aussi. C'est important de régler ce dossier-là. C'est des dossiers qu'on arrive qui sont un peu plus administratifs. Bon, c'est pas nécessairement des projets de développement, mais il faut le régler. Et après ça, on va pouvoir passer à autre chose. Je pense qu'on a une opportunité de le régler qui est avantageuse pour nous et qu'on devrait la saisir. Alors, voilà pour ce qui est de l'explication du contrat du directeur général. C'est un contrat aussi qui est appelé à être renégocié dans 3 ans, donc à partir de l'échéance du dernier contrat, donc renégociation en 2028. Et puis voilà, je pense vraiment qu'on a fait un excellent travail. Je tiens à remercier d'ailleurs Mme Guité pour sa participation au comité de négociation. Donc, son expérience a été très utile. Puis vraiment, Maître Hassels a livré la négociation pour la Ville d'une main d'expert. Alors, on le remercie pour sa participation. Et donc, si le contrat de travail du directeur général est conclu, après ça, nous, on va pouvoir aller de l'avant avec la négociation pour les cadres de la municipalité et aussi, on aura éventuellement les négociations des pompiers. Chose aussi à préciser, l'indexation de la rémunération à chaque année sera de 3 %. Donc, on se situe là, vraiment au niveau d'inflation historique. Alors là, une indexation qui est tout à fait raisonnable. Et donc, voilà. Oui, et donc, M. Cyr me fait des petits signaux juste à côté de moi sur sa feuille. Une chose à mentionner aussi, c'est que la semaine de travail du directeur général demeurerait à 40 heures.
Alors, donc voilà, notre directeur général travaille pas mal. Les autres cadres sont en bas de 40 heures, alors c'est le cadre qui travaille le plus à la Ville, pour lequel, cette semaine, on va faire travailler doublement pour notre budget, d'ailleurs. Alors, donc, merci, M. Cyr, pour la précision. Est-ce que d'autres membres du Conseil auraient des précisions à apporter, des commentaires sur ce contrat de travail qui nous est présenté? Sinon, je prendrais une proposition pour l'adoption de la proposition qui va comme suit, que je vais lire intégralement. Donc, prends une petite gorgée d'eau avant, par contre. Considérant la résolution 2025-11-254, nommant M. Jérémy Laplante, maire, et Mme Francine Guité, conseillère représentant de la Ville, pour la mise à jour du contrat de travail du directeur général, M. Daniel Langlois, il est proposé par Résolu A d'approuver le nouveau contrat de travail du directeur général et que les services de la comptabilité soient autorisés à procéder à la mise à jour de la rétroactivité monétaire ainsi que du contrat de travail du directeur général, M. Daniel Langlois, et ce, en tenant compte des droits, obligations et bénéfices spécifiques de l'emploi, et c'est une dépense supportée par notre budget d'opération. Alors, je pense que ça fait le tour. S'il y a une proposition. Vous proposez? Monsieur Cyr, vous proposez alors Mme Sanson. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis en accord. Mme Anglart? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Et Mme Guité? Oui, en accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Et donc, c'est ça, là, par la suite, là, après l'adoption de la résolution, on sera appelé, là, je crois, les membres du comité à signer le contrat pour s'assurer de sa conformité avec ce qui a été négocié. Et donc, ce qui nous amène au point 18, qui est l'autorisation à enchérir lors de la vente d'immeubles pour taxes municipales et merci de Bonaventure délégation. Ça, encore là, c'est pour, plutôt que d'avoir des représentants de la Ville qui vont à la vente d'immeubles pour taxes quand il y a des gens qui ne payent pas leurs taxes, de déléguer des représentants de la MRC pour le faire, qui, dans ce cas-là, serait le directeur général de la MRC, la greffière trésorière, responsable des finances et de l'administration, tout simplement parce que ces personnes-là, premièrement, ça économiserait du temps et des ressources à à notre équipe municipale. Deuxièmement, ces personnes-là sont mieux placées pour procéder à cette enchère-là pour vente pour taxes et sont un peu plus détachées de la réalité, là, tandis que nous, on peut arriver parfois à connaître les personnes, là, ça peut parfois créer des malaises là, quand il y a une proximité. Alors, d'avoir des personnes à la MRC, là, c'est bon à tous les niveaux. Et donc, ça ne nous empêche pas de bien avoir nos intérêts représentés à ce niveau-là. Il y a une série de normes à respecter pour la vente d'immeubles pour taxes. Encore là, quelque chose de très administratif, je vais vous lire la proposition. Attendu que, selon l'article 536, alinéa 1 de la Loi sur les cités et villes, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise du maire ou d'une autre personne sur autorisation du conseil sans être tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Attendu que, selon le deuxième alinéa du même article, l'enchère de la municipalité ne doit cependant en aucun cas dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais. Attendu que la MRC de Bonaventure organise une vente d'immeubles aux enchères publiques pour défaut de paiement de taxes le jeudi 9 avril 2026. Alors, si jamais vous voulez enchérir, participer à des enchères, mettez le 9 avril 2026 à votre agenda. Attendu que la Ville de Passepébiac souhaite déléguer le dit mandat à la MRC de Bonaventure par l'entremise de M. François Bugeaud, directeur général greffier et trésorier, ou Mme Lynne Fortin, responsable des finances et de l'administration, qui agira comme personne ressource et dûment autorisée par la Ville de Passepébiac à la représenter lors des enchères pour la Ville de Passepébiac pour la vente d'immeubles aux enchères publiques pour défaut de paiement de taxes. Il est proposé par et résolu A d'autoriser M. François Bugeaud, directeur général, greffier et trésorier, ou Mme Lynne Fortin, responsable des finances et de l'administration de la MRC de Bonaventure, à représenter la Ville de Passepébiac et à enchérir en son nom lors de la vente pour taxes municipales du jeudi 9 avril 2026 à la MRC de Bonaventure. Alors, voilà, je pense que c'est plutôt clair. Je pense que ça ne soulève encore aucune passion. Alors, je prendrai une proposition pour l'adoption. Alors, merci, Mme Anglart, pour la proposition. Mme Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. M. Cyr, Mme Côté et Mme Guité. D'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Et donc, le point 19. Autorisation à signer la lettre d'entente entre le syndicat des travailleurs-travailleuses de la municipalité de Passepébiac et la Ville de Passepébiac, forfait de garde aux travaux publics. Alors, essentiellement, c'est une modification qui est proposée à la convention collective pour augmenter légèrement de quelques dollars le montant qui est versé
à notre chef d'équipe pour aide de garde sur appel, donc un cellulaire qui est fourni par la Ville et en cas d'urgence, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, dans sa convention collective, il y a un montant qui est prévu pour ce travail-là qui est effectué en quelque sorte. Mais il y a dans la convention collective une iniquité entre le montant qui est versé au responsable des eaux usées, qui a aussi une responsabilité de garde, et notre chef d'équipe. Alors, ce qui est proposé, tout simplement, c'est de ramener le forfait de garde qui est offert à notre responsable des travaux publics plus près de notre responsable des eaux usées. Alors, la somme annuelle, là, je ne me rappelle pas du montant, M. Langlois pourrait peut-être nous préciser, mais ce n'est pas un montant significatif. Là, on ne parle pas d'une modification majeure à la convention collective. Peut-être si vous voulez préciser là-dessus. Là. C'est quelques centaines de dollars parce qu'on va passer d'environ de 35 à 50 dollars par semaine pour 6 mois. Alors, c'est très peu de choses. Multiplions 26 par 15, c'est très peu. Là. C'est quand même une forme d'équité qui est tout à fait juste. Alors voilà, si bien expliqué, je vais lire la proposition. Attendu que les parties souhaitent revoir les montants prévus pour le forfait de garde aux travaux publics afin qu'il soit plus équitable, attendu que le forfait de garde en eau potable a été bonifié dans la convention collective, attendu que la garde aux travaux publics pendant la saison hivernale est plus exigeante que celle d'été, il est proposé par résolu A d'entériner les modifications proposées dans la lettre d'entente numéro 3 soumise au conseil municipal, que cette nouvelle entente en lien avec le forfait de garde aux travaux publics soit rétroactive au 1er janvier 2026 et que le directeur général, le maire, ainsi que les 2 représentants du syndicat signent la lettre d'entente numéro 3 avec les modifications apportées et de la transmettre au secrétariat du travail. Alors évidemment, ça doit être transmis au gouvernement étant donné qu'on a une modification de convention collective. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Il n'y a pas de commentaires. Je prendrai une proposition. Oui, à ma droite. Donc, Mme Sanson, merci pour la proposition. Mme Anglart. Oui, en accord. Et M. Cyr. En accord. Mme Côté. Oui, en accord. Et Mme Guité. Je suis d'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous mène au point 20, permission de voirie MTQ. Ça, en résumé, c'est quelque chose qu'on passe à chaque année. C'est pour qu'on ait l'autorisation d'agir sur le réseau du MTQ lorsqu'il y a des bris d'aqueduc ou d'égouts qu'on doit briser l'asphalte. Donc, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, donc je vais lire la proposition. Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable, attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère, attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, attendu que la municipalité s'engage à respecter les différentes normes en signalisation routière lors des travaux en référence au tome 5 signalisation routière, attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, attendu que la municipalité s'engage à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis, il est proposé par et résolu A que la municipalité demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2026 et qu'elle autorise le directeur général ou le maire suppléant à signer les permis. Alors, je pense que c'est relativement simple. Je ne pense pas que ça va créer de débat non plus, à moins qu'il y ait des commentaires là-dessus. Mais sinon, je prendrai une proposition pour l'adoption. Oui, Mme Guité, parfait. Merci pour la proposition. Alors, Mme Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis en accord. Mme Anglart? En accord. M. Cyr? En accord. Et Mme Côté? En accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous mène au point 21, journal Le PASPA, réduction du nombre d'éditions papier. Alors, ça, bon, évidemment, c'est dans le contexte budgétaire et c'est également dans le contexte où on semble constater qu'il y a beaucoup d'éditions papier du PASPA qui finissent aux poubelles ou au recyclage au bureau de poste. On propose non pas d'abolir, mais de réduire le nombre d'éditions papier du journal municipal qui est transmis. La réduction, là, actuellement, on est à 4 éditions par année. Chaque édition du journal coûte 3 000 $ par année, donc on pourrait dire environ 12 000 $. Là, ce qu'on propose pour l'année 2026, c'est de passer à 2 éditions. Une édition qui aurait lieu en février, au moment où, après le budget sera adopté, parce que c'est une obligation de mettre le budget dans un journal, et aussi en décembre, à partir du moment où le budget de 2027 sera adopté, donc à 2 reprises. Et donc, il y aurait quand même plus que 2 éditions du journal municipal dans une année. Par contre, ces éditions-là seraient publiées sur le site Internet de la Ville en version numérique. Il serait possible de les consulter à ce moment-là, comme c'est possible pour toutes les éditions.
Et pour les personnes qui souhaitent des éditions papier, il y en aurait de disponibles au bureau municipal qui seraient imprimées là, de façon maison et qui nous coûteraient moins cher et qui seraient imprimées évidemment en moins grande quantité. Il n'y aurait pas d'envoi postal non plus à faire. Mais donc, c'est ça. Pour les éditions numériques, il y aurait quelques copies papier disponibles à l'Hôtel de Ville, donc 2 fois par année. Et les 2 autres fois dans l'année, en février et en décembre, là où il y a des budgets, on continuerait à faire comme d'habitude, c'est-à-dire on imprime pour tout le monde et on envoie par la poste à tout le monde. Alors, c'est un test qu'on propose de faire pour cette année. Après ça, en fonction des commentaires de la population, on pourra réévaluer pour l'année prochaine. Évidemment, ça pourrait nous permettre d'aller sauver 6 000 et puis, c'est ça. L'année prochaine, en fonction des commentaires reçus, on pourra soit diminuer à une seule édition, donc de continuer avec 100 numérique le reste du temps. En fait, 75 numérique. Et si jamais on voit aussi que les gens préféraient l'avoir papier, on pourrait revenir à 100 papier. Ce serait possible de le faire également. Alors, la proposition va comme suit. Considérant que les coûts de production d'une édition papier du journal municipal sont d'environ 3 000 $, considérant la volonté du Conseil d'optimiser les dépenses municipales, il est proposé par résolu A que seules 2 éditions papier du journal municipal soient imprimées et distribuées en 2026, soit en février et en décembre, après l'adoption des budgets 2026 et 2027, que toute autre édition du journal municipal soit publiée sur le site Internet de la Ville avec quelques copies papier disponibles à l'entrée de l'Hôtel de Ville, que le Conseil municipal est ouvert et intéressé à recevoir la rétroaction de la population à la suite de ce changement et que ces décisions soient réévaluées en fin d'année pour le futur. Alors, voilà la proposition. Maintenant, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui souhaitent commenter la question? Je ne vois pas de volonté de commenter le dossier. Alors, est-ce qu'il y aurait une proposition pour l'adoption? Madame Côté, parfait, vous proposez, merci beaucoup. Madame Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis en accord. Madame Anglart? En accord. Monsieur Cyr? En accord. Madame Guité? En accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous mène au point 22, résolution précisant la nature des situations nécessitant l'utilisation d'une autre langue que le français dans les communications de la Ville de Passepébiac. Alors ça, c'est simplement une résolution qu'on doit adopter pour être en conformité avec les nouvelles dispositions de la Charte de la langue française. Concrètement, la communication dans une autre langue que le français, ça ne touche pas vraiment à la Ville de Passepébiac. Les communications se font pas mal exclusivement en français, là, à part peut-être de très, très, très rares exceptions. Mais donc voilà, il faut qu'on adopte la résolution. Et donc, ça va comme suit. Considérant que l'article 29.15 de la Charte de la langue française stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français, dans les cas où le permettent les dispositions de la section 1 de la dite charte, considérant que la Ville de Passepébiac est un organisme de l'administration visée et que l'organisation doit se conformer à la disposition. En conséquence, sur une proposition il est résolu A des membres du Conseil présent que la présente résolution tienne lieu de directive en vertu de l'article 29.15 de la Charte de la langue française, d'informer le ministère de la langue française que la Ville de Passepébiac utilise exclusivement le français dans toutes ses communications publiques, que la présente résolution soit transmise au ministère de la langue française, diffusée sur le site Internet de la Ville de Passepébiac et envoyée par courriel à tous les employés de l'organisation dans les meilleurs délais. Alors, on comprend bien que ça vise les communications publiques de la Ville qui sont faites exclusivement en français. Il pourrait y avoir des exceptions, là, notamment dans des situations d'urgence. Là, évidemment, il pourrait être appelé à avoir d'autres communications dans une autre langue que le français pour s'assurer que l'information qui vise la sécurité des personnes soit bien transmise. Là. Mais au-delà de ces circonstances-là et dans quelques cas ponctuels là, où des citoyens unilingues anglophones pourraient avoir besoin de services de la Ville, c'est seulement le français qui est utilisé dans les communications publiques à 100 % assurément. Donc, c'est ce que la proposition vise. Maintenant, est-ce qu'il y aurait des commentaires? Et s'il n'y a pas de commentaires, je prendrai une proposition pour l'adoption. Alors, M. Cyr, vous proposez, merci beaucoup. Alors, Mme Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Mme Anglart? Oui, également. Mme Côté? Oui. Et Mme Guité? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous mène au point suivant, qui est les rapports des membres du Conseil. Alors, je vais faire un petit changement cette fois-ci pour les rapports des membres du Conseil, c'est-à-dire que
je vais faire un petit tour à main levée, voir si tous les membres du conseil ont un rapport qu'ils souhaitent déposer. Et je vous explique le pourquoi du comment je fais ça, c'est-à-dire qu'il y a certains mois où certains membres du conseil pourraient avoir moins d'informations à communiquer, étant donné que les dossiers, là, des fois, c'est un peu en vague, là, c'est-à-dire que l'activité dans le dossier augmente, puis après ça, elle diminue. Puis certains mois, des membres du conseil ont plus de choses à dire, d'autres mois, des membres du conseil ont moins de choses à dire. Et donc, au cas où des membres du conseil jugent qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à communiquer, et donc ne voudraient pas non plus parler dans le vide, si les membres du conseil ont un rapport, ils pourront le faire. Et s'ils n'ont pas de rapport, ils pourront également décider de ne pas faire de rapport. Alors, à main levée rapidement, je vais juste voir les membres du conseil qui souhaitent déposer un rapport, en fait, faire un rapport ce mois-ci. Est-ce que tout le monde, à main levée comme ça, souhaite faire un rapport? Parfait. Alors, tout le monde, ce mois-ci, veut faire un rapport. Mais je fais quand même la vérification parce que c'est comme ça que je vais fonctionner à l'avenir. Puis je souhaitais expliquer le pourquoi du comment. Et donc, voilà, c'est ce qui veut dire que, Mme Sanson, vous pouvez débuter avec votre rapport de conseil, le premier de l'an 2026. C'est pas vraiment un rapport, c'est plus des rappels que je tiens à vous faire. Bien, je veux tout d'abord vous souhaiter une très belle année 2026. Du bonheur et de la santé, tout simplement, en espérant que le Conseil saura répondre à vos attentes pour la prochaine année. En ce qui concerne les travaux publics, évidemment, vous devinez qu'il y a eu plusieurs sorties pour le déneigement. Le rappel que j'ai à vous faire en ce sens-là, c'est de faire attention de ne pas prendre la neige sur votre terrain, la déposer dans la rue, parce que ça ralentit quand même le travail de l'équipe de déneigeurs, ou encore déposer la neige de votre terrain sur les bancs de fontaine, parce que le service incendie, s'ils ont à intervenir, s'ils commencent les pompiers vont commencer à déneiger la bande de fontaine, ça ralentit un peu le but de leur présence. Au niveau des égouts, du service d'eau, de l'aqueduc et d'égouts, en décembre, il y a eu une sortie qui a été faite pour la rue Chapadeau. Pour l'eau potable, il y a eu la rue du Banc et la rue Saint-Pédis. C'était des réparations d'eau potable et la rue Chapadeau, c'était pour les égouts. Parce qu'il y a quand même des fuites qui ne sont pas répertoriées encore et il y a eu des bris, des remplacements de tuyauterie. Je profite finalement de l'occasion pour vous rappeler, toujours en parlant de l'eau potable, d'éviter, la Ville le fait de toute façon sur son site Internet, d'éviter de laisser un filet d'eau couler en permanence dans votre résidence. C'est pas bon pour le réseau, c'est pas bon pour l'environnement non plus, parce que l'eau potable, c'est une ressource essentielle. On est chanceux, on en a suffisamment. Il ne faudrait pas se rendre à dire qu'on manque d'eau parce que les gens l'utilisent mal. Parce qu'en tant que consommation d'eau, on sait que la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent a été déjà très bien coté comme important consommateur. Il ne faudrait pas en revenir là aussi. Alors, je demeure disponible pour tous vos questionnements, vos commentaires concernant l'environnement ou les travaux publics. Puis je vous remercie de votre écoute. Bonne fin de soirée. Alors, merci beaucoup, Mme Sanson. Puis, par rapport à l'eau potable, je me permettrais d'ajouter un petit détail là-dessus. Vous savez, pour le secteur commercial et industriel, on va bientôt avoir des compteurs d'eau qui vont être installés. Et l'installation de ces compteurs d'eau-là est due au fait que, justement, par rapport à la moyenne provinciale, la Ville de Passepébiac se classe de façon défavorable. Alors, le fait qu'on consomme trop d'eau par rapport à la moyenne, par rapport à ce qu'on devrait consommer, c'est ce qui fait en sorte qu'on a des obligations en matière de protection de l'eau potable qui nous sont imposées par le gouvernement. Et donc, évidemment, toutes ces obligations-là viennent avec des coûts à la fois monétaires et aussi administratifs. Alors, le fait d'économiser l'eau potable individuellement, bien, ça a un impact là, sur l'ensemble de la collectivité à plein niveau. Oui, monétaire, mais évidemment du point de vue de l'environnement. Puis c'est vrai que l'eau est une ressource qu'on a quand même au Québec en grande quantité, mais qui n'est pas infinie puis auquel on doit prendre soin. Alors, je pense que ça valait la peine de faire l'intervention. Alors, sur ce, Mme Anglard, ce sera à votre tour de débuter l'année 2026. Bonsoir tout le monde. Comme ma collègue, j'en profite de ce moment pour vous souhaiter une bonne année 2026 et tout particulièrement, je vous souhaite la santé. Du côté de la culture, ce mois-ci, le 24 janvier, les soirées spectacles recommencent.
dès 20 h au 2e étage avec le groupe Bloch & Boots. Samedi, le 24 janvier également, on a du côté du sous-sol de l'église la compétition de danse de notre école de danse d'Annie-Pierre pour leur compétition annuelle. Et aussi, je vous invite aussi, je vous laisse aussi sur le spectacle du 9 mai de Phil Lauzon en collaboration avec les Moussaillons. Il reste encore des billets de disponibles. Merci. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup, Mme Anglade, pour ce rapport. Alors, ça mènerait à vous, M. Cyr. Merci. Tout d'abord, bonne année à tous. La santé, c'est ce qui compte. Sur le plan de la sécurité civile, ben ça se continue. On va travailler, moi puis Daniel, là-dessus à partir de... Bon, on a déjà commencé, on a fait des téléphones, puis là, ben ça se continue cette semaine. Moi et Daniel, on travaille aussi sur un système de communication à l'interne, à l'intérieur de la ville. Il faut se dire une chose, le système de Padgett, c'est désuet, puis c'est passé date, pour dire en bon français. Puis le problème, c'est que ça commence au niveau de l'incendie, là. C'est sûr que les pompiers sont dispatchés avec des Padgett, puis c'est comme passé date. Fait que la nouvelle application, ça serait sur téléphone, c'est mobile, sur cellulaire. Puis l'avantage de tout ça, c'est que, je vous donne l'exemple au niveau d'un appel à incendie, ça rentre sur le cellulaire avec l'application. Ils ont toutes les informations. Et par la suite, on peut se parler à partir de nos mobiles en textant ou ces choses-là. Puis on peut rajouter des personnes à l'intérieur de la ville de Passepébiac. Exemple, le maire, le responsable de la sécurité civile, le DG. Fait que s'il y a un incendie majeur, puis que ça implique beaucoup de personnes, je vous donne l'exemple, puis on aura besoin de la Croix-Rouge, exemple. Bien ça, on va en parler tout de suite sur cette application-là, puis là, tout le monde est informé, puis c'est majeur, on a un problème là, bien il faudrait tout de suite de parler, de vérifier pour que ces gens-là soient... bien ils vont être informés immédiatement ou pratiquement, là. Fait que ce système-là, ben c'est un coût annuellement, là, mais c'est pas exorbitant, là. Fait que ça va remplacer un peu le Padgett. Daniel, c'est à peu près... On va regarder encore un peu, on va vous présenter le détail un peu plus tard aux conseillers. On est vraiment dans une démarche de recherche d'un outil qu'on appelle de résilience des villes. Alors, vous avez bien expliqué dans l'exemple d'un feu, mais ça peut être vrai aussi, ça devait être un bris majeur d'électricité, une grosse tempête d'hiver. On peut faire, selon le plan qu'on va mettre à jour, là, notre plan de mesure d'urgence, on pourrait l'intégrer dans une plateforme comme celle-là. Et puis, à chaque événement, il y a déjà des tâches définies et des responsables définis. La communication se fait au choix, juste courriel, juste SMS, mais on peut faire aussi ce qu'on appelle un portfolio de communication. Ouais. Fait que c'est à l'étude. C'est pas demain matin, mais on va voir ça dans les prochaines semaines. On va le proposer au conseil, puis on verra. C'est avantageux parce que tout le monde se parle, puis tout le monde est au courant. C'est pour les gens qui sont impliqués. Ça, c'est pour le projet. Moi, au départ, j'ai été nommé au niveau de la sécurité civile, puis j'ai été nommé aussi avec Dominique pour le banc de pêche, puis tout ce qui va se passer là. On a regardé, il y a des projets qui s'en viennent là, pour le banc de pêche, là, pour l'été prochain. Là. On en a parlé, moi puis Dominique, mais il y a un projet aussi qu'on a commencé à regarder, à travailler dessus. C'est le viaduc à Passepébiac. On sait qu'on va fêter le 150e anniversaire en 2027. Puis, vous allez peut-être le remarquer à partir de demain. Là. Quand on rentre à Passepébiac, la première chose, quand on rentre dans le village, là, dans la ville, c'est ce qu'on voit, c'est le viaduc qui est là, qui est tout rouillé, puis c'est en plein cœur de la ville. Fait que le projet, ça serait de le peinturer et de faire un peu le projet comme l'aréna à New Carlisle. Fait que sur les deux côtés, à la sortie et à l'entrée. Fait qu'on a commencé à travailler avec la Société du chemin de fer. Puis là, je vous le dis, c'est embryonnaire. La société nous a dit que ça appartient au MTQ. Fait qu'on parle avec le MTQ. On va parler avec la Société du chemin de fer aussi, parce que ça va impliquer beaucoup de gens. C'est un projet... on regarde beaucoup ce qui s'est passé à New Carlisle.
Comment ils ont fait ça? On peut aller chercher de l'argent au niveau de la MRC. En tout cas, on va regarder ce qu'on peut aller chercher. C'est sûr qu'il y a un système d'échafaudage là-dessus parce que ça passe au-dessus de la 132. Fait que c'est vraiment embryonnaire, là, le projet, mais on est en train de travailler là-dessus. Puis on aimerait bien que ça se fasse à quelque part durant l'été, avant l'été prochain, là, avant le 150e, pour embellir un petit peu l'entrée de la ville de Passepébiac. C'est à peu près ça, mais je vais vous tenir au courant. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On espère qu'ils vont accepter qu'on fasse de quoi, parce qu'on les a dit qu'on avait un grand intérêt d'améliorer le visuel de ce viaduc-là. Fait que je pense pas qu'ils vont être contre, là. C'est juste qu'il faut organiser tout ça. Puis on parle d'un projet, c'est pas si dispendieux que ça, là, la peinture, là. C'est sûr que la main-d'œuvre, toutes ces choses-là, puis il faut préparer. Si on suit au projet de l'aréna de New Carlisle, ça équivaut à peu près, la superficie, ça s'équivaut pas mal. Peut-être un petit peu plus parce que le viaduc, là, c'est les deux côtés, là. C'est quand même long, là, mais écoutez, on parle peut-être à peu près environ 40 000 $. Fait qu'on va voir, puis on est capable d'aller chercher de l'argent. Fait qu'on va travailler là-dessus. C'est à peu près ça. Merci, M. Cyr. Réflexion intéressante pour le viaduc. Effectivement, c'est un peu comme à Québec, le vieux pont de Québec là, qui a besoin de beaucoup de peinture là, pour être remis en état, mais c'est notre pont de Québec, finalement, notre viaduc. Alors, voilà. Puis aussi, par rapport au Padjet, pouvez-vous m'expliquer peut-être c'est quoi, là, comment ça fonctionne? Oui, c'est ça pour une personne. Non, mais évidemment, j'ai une idée très théorique de qu'est-ce qu'un Padjet, mais tout ça pour dire, c'est une vieille technologie, n'est-ce pas? Puis s'il y a une urgence, puis vous me donnez une Padjet, là, je ne suis pas convaincu que ça va bien fonctionner. Alors, mais c'est très intéressant cette application-là, puis merci d'en faire mention. Puis évidemment, ce sera une proposition qu'on étudiera attentivement là, pour arriver au 21e siècle dans nos méthodes de communication. L'avantage, c'est qu'on peut rajouter des gens dans le système. Oui. Fait que vous, comme maire, ben, vous pourrez être au courant de tout ce qui se passe au niveau incendie, puis tout ce qui, admettons, il y a quelque chose qui se passe au niveau, ça peut être les travaux publics aussi, là, parce que on peut rajouter des gens dans ce système-là, puis tout le monde va se parler, tout le monde va être au courant, puis il n'y a pas de perte de temps dans ce temps-là. Mais oui, ce serait excellent, puis définitivement, je me vois mieux utiliser mon téléphone cellulaire qu'une Padjet. Alors, je vous remercie pour votre rapport. Sur ce, je cède la parole à Mme Côté. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à souhaiter bonne année à l'ensemble des citoyens et citoyennes de Passepébiac. Moi aussi, je vous souhaite beaucoup de santé, car avec la santé, tout devient possible. Je souhaite également souligner le travail des organisateurs du tournoi THL. Malgré les conditions climatiques moins favorables, le tournoi a connu un très beau succès. La participation était au rendez-vous, tant du côté des hockeyeurs que du public. Je félicite les organisateurs pour leur excellent travail et je leur souhaite une belle continuité pour l'an prochain. Ce samedi, au complexe sportif, se tiendra la journée pré-novice de 8 h le matin jusqu'à près de 20 h en soirée. J'invite la population à venir encourager nos jeunes pré-novices et à assister à leur petite partie de hockey tout au long de la journée. L'horaire régulier du complexe est maintenant rétabli, tant pour les périodes de patinage libre que pour les pratiques de hockey. Du côté du Monticole, les pistes de ski de fond ont été fraîchement faites ce matin. Les glissades sont ouvertes les samedis et dimanches selon les conditions de neige. Il est donc recommandé de communiquer avec le Monticole au 418-752-4936 afin de vérifier l'ouverture des glissades avant de vous déplacer. Parce que selon la neige, des fois, les glissades ne sont pas ouvertes. C'est tout pour moi ce mois-ci. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie, Mme Côté. Donc, maintenant, la parole est à Mme Guité. Oui, bonsoir. Et petite parenthèse, mais contrairement au journal, je n'inverserai pas de nom de famille ici. Petite coquille qui s'est glissée, on s'en excuse.
Oui, bonsoir tout le monde. Comme mes collègues, je voudrais souhaiter une bonne année 2026 à tous les citoyens de Passepébiac. Et moi, mon dossier qui revient le plus souvent, c'est le dossier des aînés. Donc, je vais profiter de ma tribune pour réitérer mon invitation au prochain après-midi de Cap sur les aînés qui va se dérouler mardi le 20 janvier à 13h15 au Centre culturel. Mélanie Goulet de l'organisme Nouveau Regard viendra nous faire une présentation. Nouveau Regard est un organisme donnant de l'information et du soutien aux proches des personnes présentant des problèmes de santé mentale. Nous avons aussi Madame Christelle Parker, intervenante auprès de l'organisme Calax, la Baume Gaspésie. Cet organisme propose des ateliers de présentation et de prévention, et de sensibilisation pour défaire les nombreux mythes et préjugés entourant les agressions à caractère sexuel. On s'entend que ce n'est pas des sujets qui sont agréables à aborder ni à écouter, mais qui sont très importants. Donc, on se doit. Dans une note un peu plus joyeuse, commence aussi ce jeudi 15 janvier à 14h, Cap sur la prévention avec Manon Lebrun, kinésiologue. En vrai, les gens arrivent un petit peu plus tôt pour socialiser. Et ensuite, ce sont des exercices faciles pour tous dans le plaisir. Donc, ça conclut aussi mon rapport pour ce soir. Merci et bonne fin de soirée. Alors, merci Mme Guité pour votre rapport. Donc, ça nous amène au point 24, qui sont les affaires nouvelles. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Et par contre, il y a une période de questions au point 25. Alors, si les membres du public ont des questions, c'est le temps de venir les poser. Vous avez 30 minutes. Monsieur Horte, vous pouvez prendre le micro. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est pas une question, c'est juste pour faire une petite mise au point, là. Oui. Quand je vous ai dit tout à l'heure que j'allais faire partie du comité pour les 24 logements, là, ça, c'est non rémunéré, là, c'est bénévole, là. Je fais ça pour aider le monde de Passepébiac, parce que les gens vont dire, là, il a travaillé toute sa vie, puis c'est lui qui a pogné la job. Mais je le fais bénévolement, là. Merci. Merci de la précision. Puis effectivement, les rumeurs peuvent partir vite, donc c'est toujours bien de faire la précision. Alors voilà. Oui. Donc, parfait, madame. Vous pouvez prendre le micro, poser vos questions. Donc, j'aimerais revenir sur le point du journal municipal qui va être coupé de 4 éditions en 2 éditions. J'ai fait un petit survol rapide des villes qui sont quand même semblables à nous. Donc, New Richmond, Bonaventure, Carleton, elles ont ces villes-là entre 8 et 12 éditions par année. Je trouve vraiment important pour moi, pour les gens que je rencontre aussi, de recevoir cette information, qu'elle soit papier ou informatique. D'après moi, pour pas un grand coût, il est possible de faire des publications et qu'elles soient seulement disponibles d'une façon informatique. Sinon, je trouve que c'est encore un grand manque à gagner pour l'information aux citoyens. Donc, j'aimerais savoir si vous avez pensé à ça, la possibilité de faire des publications, mais seulement les faire d'une façon numérique. Les gens pourraient s'inscrire pour les recevoir automatiquement. La plupart des gens ont un courriel ou ils peuvent aller aussi le voir sur le Facebook de la ville ou directement sur le site de la ville. Mais sinon, je trouve que c'est encore un très gros manque à gagner pour la ville, surtout considérant les dates que vous avez prévues, février et décembre. Toutes les entrées au mois de septembre, les publications qui sont en lien avec les activités, tout ce qui se passe durant l'été, donc habituellement qu'on diffuse en mai ou début juin, ce sera encore mis de côté, à moins que vous avez pensé à une autre solution. Donc, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de penser à ça, parce que ce serait encore un manque pour la ville. Merci. Bien, je vous remercie pour votre intervention, puis peut-être pour apporter quelques éléments de réponse. C'est sûr que pour l'instant, ça n'a pas encore été décidé, mais étant donné qu'on a un agent de communication à temps plein, c'est tout à fait envisageable qu'on diffuse davantage d'éditions
de notre journal municipal. Évidemment, ce sera en version numérique là, dans ce cas-là pour économiser de l'argent, puis aussi parce que c'est peut-être plus au goût du jour aujourd'hui. Mais encore là, des copies papier pourraient être disponibles pour des personnes intéressées. Alors ça, je pense que c'est un point valide. Puis j'ai vu également que dans d'autres municipalités, il y a des infolettres municipales où les gens peuvent mettre une adresse courriel puis recevoir dans leur boîte courriel à chaque mois l'information. Alors ça, c'est une bonne façon de communiquer l'information qui, autrement, parfois se perd. Parce qu'avec une infolette, les personnes inscrites ont la garantie de recevoir l'information, alors que quand c'est publié sur Facebook, la visibilité dépend de l'algorithme, là, c'est-à-dire que ce n'est pas 100% des personnes qui suivent la ville de Passepébiac sur Facebook là, qui vont voir la publication. Alors, pour avoir un taux de contact, là, ça peut être bien, mais d'utiliser différents outils, en fait, parce que c'est bien aussi de continuer à utiliser les médias sociaux pour ça. Mais donc, je prends en note vraiment vos commentaires, puis je pense qu'avec l'administration, on va essayer de trouver des solutions pour diffuser la diffusion de l'information. Est-ce que des membres vous voulez commenter? Parfait. Je vous permets, Mme Guité. J'aurais peut-être un commentaire parce que je ne suis pas sûre si on a eu la bonne compréhension, parce que dans le fond, ce ne sera pas 2 publications seulement qu'il va y avoir par année. C'est bien ça. Il va y avoir 4 publications par année. 2 qui seront papier et numérique et 2 qui seront numériques. Donc, ça va faire 4 publications. Et là, on va voir, dans le fond, le retour de la population. Est-ce qu'il est mieux seulement numérique? Est-ce qu'ils veulent encore du papier? Est-ce qu'il y a une façon de rejoindre les gens qui voudraient seulement du papier? C'est tout ça qu'on va avoir à regarder, à discuter, là. Mais ce n'est pas 2 publications, ça va être 4 publications comme c'est déjà, là. Alors, Mme Guité, effectivement, a très bien résumé la situation. Là, on coupe le nombre d'éditions papier, mais au final, on préserve 4 éditions. C'est juste que 2 d'entre elles vont être numériques plutôt que papier, avec quelques copies qui seraient disponibles à l'Hôtel de Ville, mais qui ne seraient pas envoyées par la poste. Alors, c'est ça le changement. Oui, mais si on compare avec les villes qui sont à peu près de même dimension au niveau des citoyens, c'est la moitié. Donc, les autres, c'est entre 8 et 12 par année papier. Puis que les gens les reçoivent directement dans leur boîte à mal. Comment vous allez décider? La diffusion, c'est pas grave. C'est le fait de ne pas enlever encore cette possibilité aux gens, pas seulement à la ville de publier, mais la possibilité aux citoyens et aux organismes de diffuser de l'information. Et c'était l'outil principal qu'on avait ici. Donc, c'est juste ça que je voulais vous rappeler. Ma deuxième question, panneaux extérieurs de la ville. Qu'arrive-t-il avec ce cher panneau? Monsieur le directeur général, je vous laisse répondre à cette question. Oui, j'ai eu une mise à jour quand est-ce que ça devrait être réparé. On s'attendait impatiemment que le panneau soit réparé au tout début du mois de novembre. Les dernières dates que j'ai reçues sont dans la première semaine de février, entre le 2 ou le 4 février. On devrait avoir la visite du fournisseur pour mettre à jour le panneau électronique en avant de l'hôtel de ville. Un panneau fort agréable, d'ailleurs, qui permet de publier des petites manchettes. Un très bel outil de communication. Alors, moi aussi, j'ai vraiment hâte de le pouvoir utiliser à nouveau. Je pourrais peut-être enchérir sur les nouvelles. Alors, c'est un très bon point, madame. On se rappellera aussi que pour diffuser l'information, certainement qu'on va faire des blocs plus numériques. Et aussi, on va continuer à diffuser sur les radios, les 2 postes de radio locales, CHNT et CIeux. Certainement, ça va faire partie de notre mix média, on pourrait dire. Et, on a tout avantage à communiquer le plus possible avec nos clients, oui. Nos citoyens. C'est tout. Puis, effectivement, on avait une discussion, moi et M. Cyr, là, sur les adresses courriel, mais c'est ça, pour compléter peut-être avec ce qu'on discutait tout à l'heure, oui, il y a la question de la fréquence, mais peut-être qu'on pourrait avoir un autre format de communication papier un peu plus fréquent, c'est-à-dire que à la place d'envoyer un journal complet qui est quand même assez épais, peut-être qu'on pourrait envoyer davantage un feuillet d'informations recto verso par la poste où, disons, les événements et les principales informations seraient mentionnées, parce qu'effectivement, là, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un journal aussi fréquent, mais notamment pour les activités de la ville, là, ça pourrait être intéressant, les activités culturelles, les activités des organismes. Là. Donc, peut-être que cette réflexion-là engagera une modernisation plus globale de notre façon de communiquer avec le public, là, c'est certain. Puis, on aura, je pense, plein de bonnes occasions de tester ça dans les mois à venir. Alors, voilà.
Donc, je pense que c'était une bonne discussion à avoir sur les communications de la Ville. Maintenant, est-ce que d'autres personnes auraient des questions, des commentaires? Le micro est toujours disponible. Et sinon, ça nous amènerait à la levée de la séance. Donc, ça prend une proposition pour la levée de la séance. C'est quand même... Oui, M. Cyr, vous proposez la levée de la séance. Alors, donc, Mme Guité, est-ce que vous êtes d'accord? Mme Guité, Mme Sanson, j'ai commencé à l'envers. Je commence aussi à débaptiser les gens, attention. Mme Sanson, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Mme Anglart? Oui, d'accord. M. Cyr, vous avez proposé? Mme Côté? Mme Guité? Oui, en accord. Parfait. Alors, il est 20h45 et donc la séance est levée. On se voit au mois de février pour notre prochaine séance et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup.